édition 926. Cette semaine, Deadpool Batman, Batman Deadpool, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. On est le 1er décembre, c'est Noël qui commence. Yes! Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres, même Deadpool les trouve smartass. Même Deadpool. Je l'ai pris dans l'instant. Même Grant Morrison n'arrive pas à le dérouter. Simon Chenier est avec nous. Salut Simon. Pourtant, il réussit quand même à me mêler. Écoute, il y a une petite histoire de Grant Morrison dans les comics dont on va parler en fin d'émission. Puis je pensais suivre jusqu'à temps qu'à un moment donné, il fasse référence à quelque chose. Puis je suis OK, là, je suis plus. Tu veux dire genre à la page 2? Pas tant que ça, j'étais allé plus loin qu'à l'habitude. À un moment donné, il faisait référence à un autre Batman dans son histoire. Puis j'étais comme, un autre Batman? De quoi tu parles, Steve? Puis là, j'étais... Ouais. Mais je l'aime pareil. Là, je me plains la bouche pleine, bien sûr. Je parle de l'auteur écossais Grant Morrison, qui va beaucoup dans le métatextuel. On l'aime pour ça, notre Grant. Hey, Simon, tu te sens-tu Noëlé? Ça commence, là, tranquillement. La neige, les films de Noël, mon sapin. Ça s'en vient. Là. Mais ton sapin, tu l'avais pas défait, si je me souviens bien, non? Effectivement, mais... Je sais pas si je suis supposé dire ça ou pas. Là. Je l'avais pas défaite, mais je l'allumais pas. Là, je l'allume. Là, tu l'allumes. Ouais. Mais il me reste quand même à placer mes petits mes ornements. Donc, je vais faire ça peut-être tantôt en écoutant de la lutte. Peut-être. De la bonne lutte, c'est bon ça. Puis moi, j'ai une question pour toi, parce que je me disais, toi qui es le roi de Noël, avec notre ami Étienne Forêt, comment tu rentres tranquillement, toi, dans le rythme des fêtes, dans l'atmosphère des fêtes? Parce que tu vois, moi, c'est un problème, là, ça fait 2 ans, je ne fais pas mon sapin de Noël. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, Noël, c'est une de mes fêtes favorites. J'adore ça. Puis, je sais jamais quand est-ce que je devrais écouter des films. Je sais pas par lesquels commencer. Tu sais, je veux comme pas brûler mon plaisir, mais en même temps, il faut que je commence quelque part. Fait que toi, tu te mets dans le mood comment? Tu vois, cette année, j'ai commencé, je me suis fait une petite liste de films que Noël est là, mais c'est pas des films de Noël. Fait que... Ghostbusters 2, mettons. Je vais en parler tantôt, là, j'en ai 2 dans ma liste, nice. Mais ouais, c'est ça. Puis là, tranquillement, tu sais, en travaillant, mettons, si t'as le luxe de faire du télétravail de temps en temps, tu peux écouter quelque chose. Fait que, tu sais, je vais mettre soit un petit peu de musique de Noël, un petit peu de TV special. Tu sais, tranquillement. Ben, c'est souvent avec du contenu audiovisuel là, que je me remets dedans, mais... il y a ça. Puis je veux dire que cette année, ça aide là, qu'il y a eu la neige assez tôt. Ouais, mais ça. Fait que... ouais. T'as-tu un film là, tu sais que quand tu le fais jouer, la saison a débuté? Genre un go-to à chaque année? Parce que moi, j'en ai un. T'en as un, ok, parce que moi, je te dis, comme c'est parce que tu m'en demandes une, là, il y en a tellement. Ben, tu vois, c'est parce que cette année, j'ai rien écouté que j'avais déjà regardé. Okay. Mais si il y en a un qu'on peut se mettre dedans, puis que, tu sais, je pense que ça fait bien le pont entre l'Halloween et Noël. C'est Gremlins. Gremlins, ouais, c'est parfait. Ça. Je l'écoute en fin de semaine. T'as la toune qui part au début, que ça aide, puis après t'as ça. T'as le film qui est... C'est un film quasiment parfait. C'est classique. C'est parfait. Oui, c'est un film parfait. Fait que, tu sais, ça nous met dedans. Fait que... Ouais, rapidement, ouais, je vais dire Gremlins. Ouais, Gremlins. Moi, c'est Plane, Trains and Automobile. On a parlé, je pense, il y a quelques semaines de ça. Mais c'est vrai. C'est mon gateway dans mes films de Noël. C'est vrai. Puis en théorie, c'est pas Noël. C'est non, Thanksgiving. Américain, ouais, qui arrive plus tard. Mais quand même, ça nous donne le goût. T'as un feeling Noël, un feeling famille et le Thanksgiving qui marque toujours le début de Noël. Yes. Ouais. Il y a c'est un bon choix.
Steven Lefrançois dans le chat, parce qu'on vous rappelle qu'on diffuse les lundis en Twitch, en vidéo, YouTube également, et sur Facebook, il dit Dark Angel avec Lundgren. C'est pas C'est-tu Lundgren qui est dans Dark Angel? Ben oui. Oui, c'est Dark Angel. Oui, c'est vrai. Oui, Dark Angel, version... L'autre titre, c'est I Come in Peace. Ah, c'est l'extraterrestre qui bouffe des parties de cerveau de drogués et d'autres personnes addictes. Ouais, c'est ça, qui overdose du monde et que là, il prend leur jus, puis là, il veut aller retourner sur sa planète. Joyeux Noël. Ouais, puis il tue du monde avec un CD. Oui, c'est vrai. C'est un gros film avec... gros dans le sens, beaucoup d'action. L'histoire, on s'en fout un peu parce qu'il y a tellement d'explosions. Le méchant a un gun à explosion. C'est ça, oui. Exact. Ouais, non, c'est un bon choix. Je pense que quand t'es tanné d'écouter Die Hard, là, un bon film d'action. Je ne peux jamais t'entendre dire ça. Non, mais tu sais, si tu veux faire changement un peu, Dark Angel, c'est pas parfait, mais c'est hautement divertissant. On a-tu déjà parlé à l'émission? Je sais pas. Moi, j'avais fait, tu sais, quand je faisais des capsules vidéo, Ouais. j'en avais fait une sur ce film-là. Je me souviens, oui. Ouais. Mais je pense pas qu'on en a parlé. Si les gens n'ont pas encore leur contenu audiovisuel pour se mettre dans le beat du temps des fêtes, sachez à la maison que tu vas en créer un pour eux prochainement. Tu m'as dit vendredi tantôt. Ah oui. Vendredi, moi et Étienne, on devrait enregistrer un nouveau Noël chez Isidore. Alléluia. Le 2e de l'année. Mais ouais, je sais pas ça va être quoi le sujet encore. Puis aussi, on va en profiter, on va faire un petit commentary track sur mon mixtape de Noël qui est disponible sur mon Patreon présentement. Fait que je me suis dit, je vais faire ça avec Étienne. C'est le roi de Noël. C'est ça va bien avec nous deux. Donc voilà. Excellent. Sinon, si vous voulez vous mettre déjà ça dans votre agenda, messieurs, dames, sachez que le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, qui est une tradition depuis maintenant plusieurs années, aura lieu le lundi 22 décembre. Lundi 22 décembre, ça c'est à la fin du mois. On fait ensemble le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. Il sera disponible bien sûr en audio. Par la suite, on fait ça en vidéo. C'est surtout aux vidéos. Donc on diffuse encore une fois sur Twitch, Facebook et YouTube simultanément. On ne s'est pas encore entendu sur l'heure. On va vous envoyer ça bientôt. On va vous annoncer ça bientôt. Mais mettez ça dans votre agenda. La raison pourquoi on fait ça un lundi cette année, habituellement on fait ça soit un dimanche ou un samedi, c'est que durant les prochaines journées, ceux qui vont précéder en fait le lundi 22, Johan et moi, on va être excessivement occupés parce qu'on va avoir plusieurs représentations de Le Sapin a des boules, l'événement qu'on fait maintenant depuis plusieurs années au Club Soda. Donc, c'est les 18, 19, 20 et 21. Même, je pense que le 20, il y a 2 représentations et le 21, il y a une représentation d'après-midi pour les enfants, mais pour tout le monde. En fait, même les représentations de soir pouvaient amener vos kids, ça vous tente. C'est quoi le trip? C'est quoi le deal? On refait certaines des scènes du film étant vedette Chevy Chase, le classique du temps des fêtes, alors que le film est diffusé en version francophone, française, sur grand écran, au Club Soda. C'est un gros party. Donc, c'est ce qu'on appelle une projection participative. Le public est invité à crier, répéter des choses au film. Une ambiance de fête, c'est vraiment le fun. Le monde s'habille même. Ils font des cosplays du personnage du film. Tu sais, il y a un moment dans le film, Simon, où Chevy Chase écoute un vieux film de Noël sur bobine, des années 50, puis il se met une petite toge, puis il est tout habillé pour pas avoir froid. Mais j'ai vu du monde en cosplay de ce moment-là dans le film. C'est très, très, très spécifique. C'est un gros party. Il y a des gens qui s'habillent avec des ugly sweaters, donc des vieilles affaires de Noël, tu croches. C'est vraiment un beau trip. Puis il reste encore des billets si ça vous intéresse. Allez sur lesapinadesboules.com. On a un site internet officiel maintenant, même une page officielle, un compte officiel Instagram, lesapinadesboules.com, pour acheter vos billets. Vous pouvez venir en gang, ça vous tente, c'est un gros trip. Donc, Johan, il joue Art. Non, c'est Art, c'est notre ami Phil. Il joue le Clark Senior, le père de Clark. Et moi, je joue Rost ou Rusty, le cadet, le jeune garçon de la famille, donc le fils de Clark. C'est un gros trip. On a commencé à répéter déjà en fin de semaine. Puis, cette boîte fait miaou. Cette boîte fait miaou. On l'a fait, cette séquence-là, d'ailleurs, dans le film. Excellent. C'est vraiment une scène qu'on a rachetée l'année passée. Puis d'ailleurs, cette année, on va avoir des nouvelles scènes encore une fois. On les a répétées hier. C'est un gros trip. Donc, c'est organisé, bien sûr, par Rosie et Jared du Festival Spasme, qui ont aussi un genre de spin-off qui s'appelle McFly Event. Et depuis plusieurs années, ça va faire même 6 ans maintenant.
Quoique 2 années durant la pandémie, on ne l'a pas fait, là. Mais depuis j'allais dire 1900. Depuis 2019, je suis vieux comme ça, on fait la représentation, puis ça n'arrête pas de croître à chaque année. C'est un gros trip. Donc, en espérant vous y voir, c'est un gros trip. Mais surtout le 22. Le 22 décembre, là, si vous êtes auditeur des Mystérieux Étonnants, auditrice des Mystérieux Étonnants, je veux vous voir pour le spécial en live. Ça va être pas mal cool. Allez-y. Allez-y, venez ici. Venez partout. Faites ce que vous voulez, finalement. Je sais pas. Ben, c'est ça. Allez, Simon, on va commencer avec toi, les nouvelles. Schnick-nick. Yes. Tant qu'à faire, je vais commencer en parlant des X-Men. Yeah! Parce que c'est dans mon thème. Mm-hmm. Puis aux dernières nouvelles, je vous disais que j'étais presque rendu à Grant Morrison. Je devrais commencer, si tout va bien, cette semaine. Donc la run du début des années 2000 de Grant Morrison sur X-Men. Exactement. Mm-hmm. New X-Men. C'est ça. Là, j'ai lu la fin de la série X-Men. Et je peux conclure que c'est vraiment pas ma série préférée. C'est Pourquoi? tellement décousu. Il y a eu tellement d'auteurs et le personnage, il est pas... Il est développé d'une façon tellement chaotique que c'est difficile de suivre vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le genre de Cable d'un autre univers, mais exact. Qui est pas... L'univers de l'Age of Apocalypse, c'est un des rares survivants de cet univers-là. Okay. Puis là, dans la série, il cherche sa place. Il devient un peu un chaman à un moment donné. Il aide aussi la population parce que c'est évidemment le mutant le plus puissant de l'univers, mais ses pouvoirs sont tout le temps tout croche, puis il y a de la misère, puis il se passe tellement d'affaires qui n'ont pas rapport. C'est vraiment pas une série intéressante et c'est un personnage qui aurait pu l'être, mais qu'est-ce qui se passe dans... C'est 75 numéros. Puis... Oh, go, c'est une grosse run quand même. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Vers la fin, on change totalement de style. Puis la série finit, puis tu fais comme OK, ben tu sais. Mais t'es un complétiste, tu l'as quand même fini, tu l'as fait au complet. Ah oui, ben il fallait. Puis tu sais aussi, peut-être que de ne pas l'avoir lu un numéro après l'autre. Honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais plus aimé ça si j'avais lu les 75 numéros un après l'autre. Là, je l'ai lu, évidemment, dans l'ordre de publication, ou en tout cas, l'ordre un peu de l'histoire. Puis, il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires qui ne marchaient pas. C'était un peu tout croche. Fait que je ne suggère pas X-Men. Mais j'ai commencé, par contre, Extreme X-Men, qui est comme la run que Chris Claremont a fait en même temps que Morrison. Oui, je me souviens, c'est quand il est revenu au titre, mais il écrivait de quoi qui était comme un... C'était encore canon, si je comprends bien. Oui, c'est canon. C'est son affaire à lui. Là. C'est ça. En fait, parce qu'il était revenu au titre, il écrivait X-Men et Uncanny X-Men. Ça a terminé. Et c'était... comment ça... Ah, merde, j'ai un blanc. Mais celui qui l'avait remplacé un peu dans les années 90, qui là revient. Pendant ce temps-là, Chris Claremont, c'est ça, lui a lâché ça. Et en fait, je pense que ça fait partie de l'espèce de relaunch avec les New X-Men de Morrison. Moi, de mon souvenir, ça se passait en parallèle, mais j'ai pas lu ça. Mais c'est comme, comme un peu son truc, là. C'est ça, c'est pas les mêmes personnages. Puis ils sont globe-trotters, si on veut. C'est-à-dire, ils vont se promener un peu partout dans le monde à la recherche du livre des prédictions de voyons. Ta mémoire te faillit. Ça va pas bien. Je parle mystique, mais pas mystique, sa femme. Là. Hey boy, Simon, voyons, Carlis. OK. C'est un imposteur, c'est pas Simon cette semaine. Non, c'est ça. Fait qu'il y a ça, mais en plus, je vais commencer New X-Men. Uncanny continue. Je sais pas c'est qui l'écrit, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. Il va y avoir... tu vas rentrer dans des grosses années, là.
Ouais, plusieurs mini-séries, Cyclops, Rogue, Iceman, Nightcrawler. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas nécessaire. Je vais lire la fin de Cable aussi. Je vais arriver dans les numéros 100 quelques. Puis, tu sais, l'époque aussi où X-Force devient Ecstatic. Fait que c'est Michael Red qui dessine, Peter Milligan qui écrit. Ça, j'avais commencé à lire ça un peu avant de me lancer dans toute la run. Fait que je pense pas que je vais relire ça. Surtout que c'est très, très séparé du reste de l'univers des X-Men. C'est vraiment dans sa propre petite bulle. Fait que c'est là que je suis rendu. Mais aussi, je veux mentionner que je sais pas si vous en avez parlé au show, mais il va y avoir un mini relaunch des X-Men aussi. J'ai vu ça passer, mais comme je connaissais pas tous les détails, puis je me disais que tu allais en parler, on l'a pas abordé. Ouais, ben c'est ça. Suite à l'espèce d'événement qui se passe présentement, qui est Age of a Relation, qui est comme un truc dans le futur. Futur possible dans 10 ans. Exact. Là, on reviendrait avec encore un petit changement statu quo. C'est pas trop clair qu'est-ce qui va changer tant que ça, mais il va y avoir une nouvelle série qui va s'appeler X-Men United et qui va être le titre principal il appelle ça le Shadows of Tomorrow, parce que là, avant, c'était From the Ashes, maintenant, c'est Shadows of Tomorrow. Puis ça va être une série écrite par Eve L. Ewing. C'est celle qui écrivait Exceptional X-Men. Et la prémisse, c'est que ça va se passer... en fait, Emma Frost va repartir une école pour les mutants qui va s'appeler Grey Matter Lane. Évidemment, on va avoir plusieurs professeurs avec elle, dont Wolverine, Magneto, Beast, Rogue et Storm. Fait que je suis curieux de voir où ça s'en va. Je peux te poser une question? Parce que là, tu as parlé de Beast, puis là, peut-être qu'il y a un spoilers pour les gens qui sont pas, disons... rendu où t'es rendu dans tes lectures de X-Men. Les dernières fois que tu nous as parlé de Beast, dans l'époque Krakoa, il était rendu complètement crackpot. Ouais. Là, c'est quoi le statu quo par rapport à lui? Est-ce qu'il est pardonné? Est-ce qu'il c'était comme une maladie? Qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il était devenu evil? C'est quoi l'affaire? Non, OK. Spoiler pour l'ère Krakoa, mais Beast meurt. Ou en tout cas... en comic, on ne sait jamais. Mais Beast aussi avait fait plusieurs clones de lui-même. Et je ne sais pas qui exactement, je me souviens plus qui l'a fait, mais il y a il restait un Beast clone où ils ont... dans l'ère Krakoa, tu pouvais prendre... ton âme, ton essence. Ton âme et tes souvenirs et les mettre dans le corps, dans ton corps, un nouveau corps. Là, ils ont fait ça avec Beast, mais c'est ses mémoires du temps qui étaient dans les Avengers. Donc, on recule des années avant. Donc, c'est un Beast, c'est le fun-loving Beast qui existe. Donc, là. c'est comme si on ramenait le Beast de l'époque, mais il n'a pas vécu, selon sa perspective, les choses qu'il a vécues plus tard dans sa vie. Non, c'est ça. Puis lui, il a lu qu'est-ce qui s'est passé, évidemment. Fait qu'il est au courant. Mais, tu sais, c'est ça. Beast, il était comme tabarnak. Qu'est-ce que t'es devenu, Hank? J'aime tellement les comic books pour ça. Genre, c'est comment on dit en anglais, des thought experiments. C'est genre, on propose, voici ce qui arrive si... Puis on joue avec ça. Je trouve ça tellement cool. Ouais. C'est nice. Fait que c'est ça. C'est le bon vieux Beast du cartoon là, qui est là. C'est lui que tu vas avoir à Noël chez vous. Ouais. Mais je le trosse pas parce qu'on sait qu'est-ce qu'il doit devenir. Fait que voilà. OK. Merci. Désolé pour les gens que ça a spoilé à la maison. Fait que là, le Age of... comment tu disais ça? Pas Family Ashes, la timeline dans 10 ans. Shadows... Non, OK, toi, tu parles Age of a Relation. Moi, je l'ai pas lu encore. C'est pas clair pour moi si c'est canon ou pas. Ou si les gens vont éviter plus tard. Ou ce qu'ils veulent éviter plus tard. Moi non plus, je sais pas. C'est pour ça que j'ai hâte de le lire quand même. Faut que je me rende là. Mais j'essaie de pas trop me spoiler.
Puis, c'est ça. Après, ça revient à Shadows of Tomorrow avec un des titres, c'est X-Men United. Il va y avoir évidemment plein d'autres titres. Mais ça dit qu'ils veulent faire une vibe un peu à la Astonishing X-Men et Wolverine and the X-Men. Donc, début mi-2000. Oui, je me souviens la run de voyons comment Ben, il y a Josh Whedon sur Astonishing, puis Jason Aaron sur Wolverine and the X-Men. Ouais. Fait que c'était des grosses années, c'était le fun. Ouais. Ben merci Simon. Est-ce que les listes de lecture sont à jour sur le Discord? Oui, je crois que oui. Je pense pas avoir mis le Age of Revelation encore. J'attendais que ça finisse pour me renseigner. Super. Pour les gens qui se demandent c'est quoi donc sur le Discord des Mystérieux Étonnants, le serveur privé des Mystérieux Étonnants, il y a des channels, il y a des channels qui contiennent des listes de lecture. Et dans ces listes de lecture-là, vous avez l'ordre de lecture de certaines BD. Je sais que notre auditeur Gab, qui s'occupe aussi des soirées lutte, avait mis certains titres de Star Wars. Toi, tu as mis 2 principales listes de lecture, celle de l'époque de Chris Claremont, des X-Men jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as presque rattrapé 13-25 ans quand même. Tu as presque rattrapé le statu quo. Puis, la liste de lecture à partir du moment de l'ère Krakoa, quand on revient avec aussi un nouveau statu quo des X-Men sur une île qui devient un état à part entière. Ouais. Spoiler, je pense que tout le monde s'en doutait, cet état-là n'existe plus aujourd'hui. Mais donc, c'est 2 lignes temporelles différentes qui sont canons que tu as mis en liste de lecture. Si vous allez sur le Discord des Mystérieux Étonnants, elles sont là en Google Doc. Simon a fait de la job pour vous autres parce que c'est pas facile de trouver des listes de lecture d'un complètes et qui sont évidentes. Je sais pas comment dire. C'est pas facile des fois. Puis même là, des fois, tu sais, je me rends compte que c'est pas parfait, mais c'est difficile là, parce que tu as une histoire qui se passe. T'as des histoires qui se passent en même temps que d'autres, mais des fois, il y a des événements qui sont référencés dans la fin de une. Ça, c'est le propre du comic. C'est ça. Il faut juste se dire comme qu'il y a des flashbacks. Là, exactement. Puis tantôt, c'était de Scott Lobdell que je parlais. Ah oui. Je cherche son nom. Oui, je pense que d'ailleurs, notre ami Jake, qui participe des fois à l'émission, a rencontré dans la vraie vie, il y a peut-être 2 ans, il a jasé avec, puis il a même dit si tu passes par LA, tu peux venir me rencontrer si ça te tente. C'est Jake qui a tout le temps de ce genre d'aventure. Ouais, c'est ça. Incroyable. Moi, il faut que j'annonce quelque chose à toi, Simon, et aux auditeurs, parce que j'ai menti. J'ai craqué. Je me suis procuré l'Enterprise D en Lego. Je ne pensais pas le faire. Je l'ai dit à l'émission au micro. Je l'ai dit en tout cas sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Ouais, moi j'ai vu sur Discord que tu n'étais pas d'accord. C'est pas que je n'étais pas d'accord. J'étais un petit peu déçu. T'es déçu, ouais. Au niveau du modèle, je le suis encore. Je suis surtout déçu de la vue sous la coupole. Là, je suis Geek Canal de Star Trek, ici en ce moment. Là. Puis je Geek Canal de sous la coupole. Sous la coupole. Sous la coupole, il n'y a pas de stress. Sous la coupole. Sous. C'est ça. Tu vas être tête. Puis là, j'ai craqué parce que je me suis dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, qu'est-ce que je vais faire durant les fêtes? J'ai un peu d'argent de côté. Dans la période floue où tout le monde va écouter Lord of the Rings puis Harry Potter en série, je pense que moi, je vais faire ça, mais en parallèle, je vais me faire un Lego. Donc, je pourrais mettre ça en background, en arrière-plan, puis faire un Lego. Fait que oui, j'ai craqué. Je suis très, très, très au courant que c'est un gros privilège de pouvoir se payer ça en 2025. Là. Je me suis fait un cadeau. Donc, j'ai commandé ça. Je ne sais pas quand je vais le revoir encore. Et quand je ne l'ai pas reçu, je le fais livrer chez ma soeur parce qu'ici, j'ai l'impression que si on le laisse devant ma porte, juste sur un boulevard, on va faire le piquer, ça va prendre 2 secondes. Fait que je l'ai fait livrer à ma soeur, puis je vais aller le récupérer dans le temps des fêtes. J'ai d'ailleurs récupéré 2 Legos que j'avais fait envoyer dans les dernières semaines, dans les derniers mois, au grand désarroi de mes nièces qui voulaient absolument les monter. Qui m'ont regardé, surtout celle qui peut parler, là, avec des gros yeux, genre, mais je veux le monter. Puis j'étais comme, mais c'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Puis je me suis senti tellement fucking cheap. Ah, c'est sûr. Mais je me suis commandé l'Enterprise, qui est déjà sold out d'ailleurs en passant. Okay. Et j'ai appris par un auditeur et ami de l'émission, ami dans la vraie vie, notre ami Étienne, que quand un Lego est annoncé pour une sortie à minuit sur le site internet de Lego, dans les minutes qui précèdent la date officielle, l'heure officielle, pardon, souvent même 20 minutes à l'avance, moi c'est ce qui m'est arrivé, le modèle tombe en vente. Fait que, tu sais, le truc de rafraîchir le site pour être sûr de pouvoir pogner ce que vous voulez, là, ça marche avec le site de Lego. Donc, s'il y a éventuellement une sortie qui s'en vient pour un autre modèle, puis vous voulez vraiment pas le manquer,
Vous avez été averti, vous l'avez appris aux mystérieux étonnants. Il faut faire ça pour pouvoir mettre la main dessus. Ouais. Mais sinon, je ne vais pas juste vous parler de à quel point je suis en train de flamber mes verrières à 44 ans. Je vais vous parler du passé, Simon. Sais-tu qu'est-ce qui célèbre son 35e anniversaire aujourd'hui? Pas tes REER. Non, pas Méréa, pas du tout. Vraiment pas. Ils sont beaucoup plus jeunes que ça. On parle ici du 35e anniversaire, dis-je, du film Home Alone. On parlait de classique du temps des fêtes tantôt. Oui. Ça, c'en est un. Film qui met en vedette Macaulay Culkin, qui en ce moment participe à une tournée à travers les États-Unis pour une espèce d'événement spécial là, où vous pouvez écouter le film et c'est suivi d'une entrevue, d'un Q&A avec Macaulay Culkin. Okay. Kevin McAllister en personne qui est là. Il fait plusieurs villes aux États-Unis. Puis j'ai regardé la plus proche des villes, si vous voulez aller aux États-Unis, quoique moi en ce moment je ne mettrai pas les pieds là, mais ça vous appartient. Le 12 décembre prochain, il va être à Brooklyn pour cet événement, 35e anniversaire de Home Alone. Et avec les taxes, ça revient à 100$ US. Donc, plus taxes, plus... Bon, c'est au moins un Lego. Un bon Lego. Ouais, faites c'est vos vrai. choix, là, tu sais. Ouais. Mais ça s'en vient. Mais durant... Lego du train de Noël, là. Celui-là, il me tente plus que mais Macaulay Culkin à New York. Toi qui es fan de Noël, t'as-tu vu celui du sapin? Il y a un gros sapin qui Ouais, est sorti. Ouais. Moi, Moins? Ouais, pas mal moins. Tu vois, j'aurais cru que t'étais plus un... C'est comme pas réel. Je sais pas, le fait que le sapin, c'est correct, mais qu'en arrière, il y a d'autres choses, puis là, c'est comme une fausse maison. Je suis comme... Ouais, comme une fausse maison. Non, j'ai besoin de quelque chose qui est réaliste. 360. J'ai besoin d'un train de Noël, j'ai besoin d'un chalet. C'est ça. Pas un arbre avec 2-3 pièces. Non, je comprends. Tu vois, ça, c'est... Ben, surtout qu'il est cher. Là. Ouais, je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. Là. Il est comme quelque chose comme presque 300$, ça se peut-tu? Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de pièces. Là, c'est sûrement pour ça. C'est ça. Tu vois, moi, c'est la coupole, toi, c'est le derrière du sapin. On a chacun notre truc. Mais si ça vous tente, c'est ça. Puis là, il y a eu un événement récemment où Macaulay Culkin se disait, là, je rapporte ce que Variety a noté, ne serait pas complètement allergique à l'idée de faire un troisième Home Alone. Vous me dites, Benoît, oui, il y en a eu un troisième Home Alone. Non. Non. C'est pas... ça compte. C'est un spin-off. C'est un spin-off. On va prendre ça de une autre timeline, OK? C'est surtout de la crise de crap. Mais donc, il ne serait pas fermé à l'idée. Et il y a déjà d'ailleurs une dite idée, puis je trouvais ça quand même assez intéressant. Il serait un père de famille, divorcé ou qui s'est endeuillé, là, disons sa femme est décédée, mais il est tout seul avec son fils pour le temps des fêtes. Il s'en occupe pas très bien, il est hyper occupé. Puis à un moment donné, son fils l'enferme à l'extérieur de la maison et ça devient Kevin McAllister versus son fils. Je trouve qu'il est un pitch assez intéressant. Ouais, quand même. Puis ça fait un peu, tu joues un petit peu sur la variante de l'histoire. Puis, c'est ça. Il dit que, par contre, ça serait... Bon, il faudrait que tout soit parfait pour qu'il puisse accepter de faire un troisième film, ce qui impliquerait potentiellement le retour de Chris Columbus, le gars qui a réalisé les deux premiers. Ouais. Et malheureusement, Chris Columbus a dit qu'un autre Home Alone ne devrait jamais exister l'année passée. Donc, on va voir s'ils vont se parler. Quoique là, il s'est montré intéressé. Money Talks, Hollywood, est-ce que la machine va se laisser aller? Je ne serais pas surpris. C'est ça. Je trouvais ça intéressant à la veille de Noël. Le sapin, on dit dans le chat, 380. Ah, c'est ça. C'est trop cher. Ouais. C'est trop cher pour ça. Puis, moi, je me demandais justement pourquoi on voyait Macaulay Culkin un peu partout en entrevue. Tu sais, je pense qu'il y a ça, mais aussi, il va être dans la série Fallout. Il va être dans la série Fallout. Puis, durant cette période-ci, il fait beaucoup de podcasts. Balado. C'est ça. Ouais. Fait que... Mais on le voit de temps en temps. Ça fait une couple d'années qu'il fait ça. Là. Ouais. Il est allé à Red Dead Media. Il est allé à l'Angry Video Game Nerd. Tu sais, il fait des petits trucs ici, là, mais il a le choix. Hein. Lui, il vit de ses ristournes, là, puis garde. Il y a des enfants, c'est un papa maintenant. Fait que, fait que c'est ça que j'avais concernant un potentiel Home Alone, peut-être, on verra. Okay. On va continuer avec toi, mon petit Simon. On va rester dans les films de Noël. Go for it. Je vais vous parler de quelques films de Noël que j'ai regardés. Je vais commencer par... C'est un mélange. Okay. Je vais commencer par deux que je savais que c'était Noëlé, mais évidemment, c'est pas le sujet, c'est pas Noël. Mais il y a un peu de décoration de Noël où ça se passe pendant la période des fêtes. J'aime ça. J'ai écouté
écouté le 5e Death Wish 5, The Face of Death. T'as pas parlé de Death Wish, il me semble, récemment, ou quelqu'un a parlé d'un remake de Death Wish? Ou... Peut-être, c'est pas moi, je pense. Mais ça, lui-là, c'est le dernier de la série avant le remake avec Bruce Willis. Là, mais de 1994, et t'as Charles Bronson, qui est un vieux pet. Il est vieux, là. Il est très vieux. Puis il vit en fait, il vit sous une autre identité parce que, tu sais, il a tué tellement de monde dans les 4 autres films. J'aime qu'il l'adresse au moins, tu sais. Ouais. Puis le film commence avec des shots de New York. Puis à un moment donné, là, tu catches que, non, c'est genre Toronto. L'action est supposée se passer à New York, mais c'est clairement Toronto. C'est-tu la tour du CN qui l'a vendu, le punch? Non, c'est peut-être juste la vibe. La vibe canadienne est là. Ok, le monde sont polis. C'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de Noël à part des décorations dans les rues de Toronto. Mais c'est un film d'action qui prend son temps. Je dirais que moi, j'ai pas vu toutes les Death Wish. Les premiers, ça me tente pas parce que ça a l'air vraiment rough. Le 3e est un cartoon où il tue tellement de punk dans un quartier qui n'a pas de bon sens à New York. Le 4, je m'en souviens pas. Je pense que je l'ai vu, mais j'ai pas tant de souvenirs. Et là, le 5e, c'est ça, il a refait sa vie. Évidemment, sa nouvelle blonde est l'ex d'un esti de freak qui veut contrôler tout et qui est propriétaire d'une shop de couture qui appartient, en fait, c'est sa femme qui est comme la boss designer, son ex plutôt. Mais là, lui, il vient faire du trouble aux gens qui travaillent dans la shop de couture. Et dans la shop de couture, il y a un pit d'acide. Pourquoi pas? Parce que, fait que là, au début, on nous le montre, puis évidemment, on se dit, qui va tomber dedans à la fin? Le méchant. C'est le méchant. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, le film est un peu lent à démarrer, mais la dernière demi-heure, l'action est le fun, fun cheap. Il y a Charles Bronson qui fait sauter un gars avec un ballon de soccer. Fait que, comment ça, il fait sauter un ballon de soccer téléguidé. Mais il y a de la dynamite dedans, c'est quoi qui se passe? Il y a une bombe dedans. Mais dans ce temps-là, pourquoi t'achètes pas juste un gun? Il me semble que c'est beaucoup d'étapes pour essayer de tuer quelqu'un. Ouais, ben le gars, il était comme protégé là, dans un bunker. Là, fait que la meilleure façon de le rejoindre, c'était d'envoyer un ballon de soccer. C'est ça. Fait que c'est drôle parce qu'à un moment donné, Charles Bronson va magasiner un ballon de soccer dans un magasin de jouets. Un petit feeling Noël, il est là. Dis-moi que quand ça explose, il dit Joyeux Noël. Non, je sais qu'il dit quelque chose, mais il me semble que c'est vraiment décevant. Vous savez, moi j'ai une théorie par rapport à ça. Quand un acteur, plutôt un personnage de ces films-là, tue quelqu'un, même si c'est un méchant, puis qu'il regarde la caméra, là, puis il va d'une citation là, qui peuvent devenir célèbres, là, comme on les connaît, là, ça fait en fait du personnage d'un sociopathe. Il se réjouit de ça. Là. Ouais. C'est quand tu y penses, dans cet angle-là, c'est troublant. Ouais. C'est tout. C'est vrai. Fin. Et un autre film que j'ai regardé, et là, j'ai vraiment aimé ça, au premier niveau. J'ai écouté Rabid de David Cronenberg. Je pense que c'est son premier film, sorti en 1977, qui est essentiellement un film de zombies à Montréal pendant les fêtes. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment zombie, mais parce que c'est plus un virus de rage, mais finalement, les gens commencent à s'entretuer et ça se passe à Montréal, c'est nommé que c'est Montréal. Fait que t'as des scènes de zombies dans un métro de Montréal, t'as scènes dans, je crois, le centre d'achat Cavendish. Puis, tu sais, juste pour la vibe Noël, Montréal, 70, c'est vraiment le fun. Ouais, mais aussi, tu sais, c'est quand même Cronenberg, fait que, tu sais, il y a du suspense, puis, tu sais, le film niaise pas, là, ça commence, puis on rentre dedans tout de suite. Puis, si vous aimez le vieux Cronenberg, mais vous n'avez pas vu Rabid, je vous le conseille. OK. On reconnaît-tu sa facture un petit peu quand même?
Ça, c'est dur à dire. Je pense que peut-être je reconnais un peu le look Scanners et Scanners. avant ces films plus connus, là, mais The Brood, ouais. Ça faisait penser à The Brood aussi. Mais tu sais, c'est aussi la vibe, on est au Canada puis il fait frette, c'est là. Puis aussi, tu sais, je me suis dit, vu que c'est tourné à Montréal, peut-être qu'il y a plein d'acteurs Keb, mais il y en a juste un surtout. C'est qui? Mais je me souviens plus de son nom, mais c'est un gars que tu connais sa voix parce qu'il fait surtout de la traduction, mais il est là puis il joue là, comme le chef de la santé publique, puis il a son gros nom québécois puis son gros accent. Fait que c'est le fun. Puis il y en a un pour qui on reconnaît la voix, c'est Laurent Boutin. Salut! Allô? Qu'est-ce qui se passe? On parle de Cronenberg. Ah! On a écouté le premier film de Cronenberg. Je pense que c'est son premier Rabid. Je me mélange tout le temps dans ses vieux. Je sais plus si c'est son premier ou son deuxième. Seul qu'elle a un truc en dessous du bras, là? Oui, c'est ça. L'actrice principale, Marilyn Chambers, qui se fait greffer un bout de peau. Puis là, ça la transforme en genre de vampire ou que elle a un truc qui sort en dessous dans le tour de bras. Ouais, le tour de bras. Qui va piquer les gens. C'est ça qui les rend fous. Ouais. Ça doit pas être pratique. Non, c'est ça. Tu sais, comme c'est rare que je puisse me frotter l'aisselle sur quelqu'un, mettons. Mettez-moi pas au défi. Ben. Elle trouve le moyen de le faire souvent. Ouais. Est-ce que. Attends, juste toi, tu reviens de la Planète BD, là? De dehors, ouais. Oui, j'arrive de dehors. Il y a beaucoup de monde qui magasine pour le temps des fêtes, j'imagine. Hey! Ouais. Ça s'en vient fatigant. T'as encore une couple de semaines, je te dirais. Ouais, je sais. Ouais, ça commence, là. OK. 23 jours. Ouais. Prends pas mal la patience. Tabarnouche. Et mes cadeaux. Les cadeaux. Hey, d'ailleurs, c'est vrai, je t'ai acheté des BD tantôt. Je t'ai appelé pour réserver des BD. Ouais. J'ai oublié d'acheter d'autres BD pour mes neveux. Ouais, j'ai pensé en plus. Ouais. Après. Ouais. Anyway. On fera ça. On fera ça peut-être demain. Faites ça. Oui. Tout de suite. Maudite dépense. On fera pas ça. J'y retourne. Appelle-moi. Oui, puis je vais dire au show mon numéro de carte de crédit. C'est une très bonne idée, ça. Vas-y, Simon, excuse-moi. Aussi, je suis tombé pour continuer dans les films de Noël, j'ai décidé de... C'était pas tant par choix, mais c'est parce que je l'ai écouté 2 de suite, puis après, j'ai continué. J'ai écouté des films de time loop de Noël. Ça existe. Fait que tu sais, le Groundhog Day, le concept de Groundhog Day, ben, il y a eu beaucoup de films de Noël qui ont piqué cette idée-là et qui l'ont adapté. Souvent, c'est pas très bon. Non. Et des fois, c'est correct. Et quand même, ça se rend à correct. Tu sais, j'ai écouté un film qui s'appelle A Chance for Christmas, où c'est une influenceuse, je me suis trompé, une influenceuse qui fait des vidéos de Noël, puis elle est poignée dans un loop où elle revit son 24 Noël tout le temps, avec son producteur qui est aussi au courant, qui lui aussi subit. Ils sont deux. Mais vont-ils tomber en amour? Ben oui. Pas le choix. Pas le choix, ils sont poignés là. Ben oui, ils sont poignés. Mais la chose la plus intéressante de ce film-là, c'est que le réalisateur, c'est le gars qui jouait Snake dans Degrassi. Stephen Brognan. Yeah. Fait que si vous vous souvenez de Anguille, c'était le grand slack qui avait son band de The Comedy. C'est lui qui réalise ça. J'ai aussi écouté un film qui s'appelle Christmas Every Day de 96 et ça c'est un ado qui se réveille à tous les matins puis c'est Noël puis il haït ça puis là il essaie de trouver des façons de passer à travers, puis à un moment donné, il faut qu'il apprenne à aimer son prochain, puis aider sa famille. Plate. C'est un peu plate. Ça semble c'est un cauchemar que ça soit tous les jours de Noël. Oui, comme si c'est pour m'arriver, j'aimerais ça que ce soit une journée où j'ai rien de prévu, que je puisse décider qu'est-ce que je fais. Là, comme... C'est genre un dimanche. Ouais. Là, tu sais, à chaque jour, puis là, t'es comme, si j'ai vécu cette journée-là 1000 fois, puis t'es comme, je gênerai pas, puis là,
C'est comme le Grinch de Noël. C'est comme déplaisant. Mm. Donc là, ta mère t'appelle, puis elle est comme, pourquoi tu viens pas? Mais là, il n'y a pas de lendemain. Fait que Ouais. tu peux ne pas y aller. C'est vrai. Ouais, mais je comparais ce film-là à quand t'es dans un time loop, puis les premières journées là, où t'es découragé, puis t'essaies de comme soit de te faire arrêter ou de te suicider ou de s'en sortir d'une certaine façon, puis que t'es pas bien, ben ce film-là, c'est un peu ça. Parce que là, j'écoutais des films de time loop et ce film-là était un time loop dans mon time loop. En tout cas. C'est la partie du toaster dans le bain, là. Exact. Ouais. Exact. C'est ouais. Ou de kidnapper la marmotte. Kidnapper la marmotte, Exact. ouais. Tu pitché en bas dans un. Qui était sauvage, un d'ailleurs, rush. cette marmotte-là, en passant. Ah ouais? Bill Murray s'est fait mordre Ah, OK. à plusieurs littéralement. reprises. Puis il a demandé comment vous avez entraîné cette marmotte-là, puis elle n'était pas entraînée. Il a même porté des gants. Il a raconté ça à Hot Ones. Il portait des gants de métal, tu sais, comme style pour les gens qui coupent le poisson. Ouais. Puis je pense que c'était la deuxième ou troisième fois, la marmotte, elle y a mordu, puis ses dents ont passé à travers le métal, puis il y a à ce jour une déformation sur un de ses doigts. Wow. Fait qu'elle a mordu en tabarnak, la marmotte. Elle était pas contente de faire une balade en char. Ben, en tout cas, je comprends. Puis le dernier, je vais vous parler, c'est un film qui s'appelle Round and Round de 2023. Et là, c'est un film de Hallmark, mais ce qui est différent, c'est que c'est un film de Hanukkah. Donc, on change un peu le settings. Puis, c'est un film qui s'amuse un peu avec le concept de, justement, tu te réveilles à tous les jours, puis tu recommences. Parce qu'on fait référence autant à Groundhog Day qu'à Palm Springs, puis au film avec Tom Cruise. Puis Avec Tom Cruise? Ouais, il y avait comme deux titres. Jerry Maguire. Live, Die, Repeat, puis Tomorrow, oui, chose, The Edge of Tomorrow. Exact. Puis bon, il y a ça aussi. Le film met en vedette une actrice qui s'appelle Vic Michaelis, qui fait une série sur Dropout qui s'appelle Very Important People. Fait que c'est quelqu'un du monde de l'improvisation, puis qui est très drôle, et je pense qu'elle a mis beaucoup de vie dans un film comme ça, un film de Hallmark de Noël, mais là, le concept est le fun, on s'amuse aussi à réussir à recruter du monde pour l'aider à passer à travers le time loop, et il y a une raison aussi au time loop, souvent que c'est pas clair dans les autres films. Fait que, tu sais, évidemment, c'est un film de Hallmark, là, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais il est comme au-dessus de la moyenne pas mal des films de Hallmark de Noël, des films de Time Loop de Noël. Ça s'appelle Round and Round, c'est sorti en 2023. Oh, cool. OK. T'as-tu fait le tour pour l'instant? Ouais. On va y aller avec Laurent. Je vais vous parler de films de time loop de Noël. Hein, toi aussi. Tout le monde est pris, on est pris dans ça. Hey, bon, I got you, babe. I got you, babe. Je vais vous parler d'une BD ici. T'as l'air dedans. T'es pas obligé, hein? Non, mais j'ai toutes des petites nouvelles. Je pense que c'est le cas de Simon et de moi pour une vrai. journée de petites nouvelles. Néanmoins intéressante. J'ai lu une BD, j'ai lu plein de BD. Saviez-vous que je fais ça des fois? Je lis des BD. T'es entouré de BD, t'as pas le choix. Il y a une BD que j'ai beaucoup aimée dernièrement qui s'appelle 4 cafés. OK. Puis qui se passe pas dans un 4 cafés tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un café avec des chats qui chillent dedans. C'est que les personnages sont des chats et qui tiennent un café. Est-ce que c'est des humains qui se promènent? Ben, non, tout le monde est des chats, en fait. OK. Tout le monde est des chats, c'est anthropomorphique. Des fois, c'est un peu comme weird, parce qu'ils ont des mains, tu sais, d'humains. Ouais, puis tout. Mais une fois que tu rentres dedans, c'est parce que le contexte est très balnéaire, c'est-à-dire qu'ils sont comme sur une île, puis une belle île, avec de la belle eau bleue, puis là, il se passe rien à part que les chats sont dans leur café, puis ils font des pâtisseries, puis ils mangent des pâtisseries.
Puis, À date, tu me parles. Là. ben, c'est très... Tu me donnes faim, on dirait. Ouais, c'est ça. c'est très, très Miyazakesque. Comme, c'est ben, ça. tu sais, comme la partie, pas la partie qui a plein de péripéties, puis que c'est comme C'est des grosses fantastique. affaires, c'est la partie comme La tranquille, la bouffe, on est sur le bord de l'eau, puis là, genre, il se passe rien focal, on mange des gâteaux, puis il fait beau, puis j'étais comme, c'est que c'est apaisant. Ça devient- Ah, si, je suis bien. Mais faut dire que je suis fan, contrairement à toi, Benoît, du vent dans les saules. Ben, Ou ce que, plus je vieillis, plus j'y pense. Mais- Plus je pense que je devrais les réécouter. écoute, toutes les péripéties, c'est faire des pique-niques ou des siestes. Écoute, des pique-niques avec des sandwichs pas de croûte, là. Ouais. Il y a une attention aux sandwichs pas de croûte contenant des concombres que je Ouais. pense que on a besoin de là en tant que société d'y rendre. Ouais. Ben, À ce point. voilà, je pense que Une phrase là-dedans. la BD te parlerait. Tu sais, le dessin est super beau. C'est fait par une Suédoise que je ne connaissais pas qui s'appelle Stertelinea. Puis, c'est ça, c'est vraiment, voilà, je l'ai dit, c'est Miyazakesque qui ressemble un peu à dans Les chats dans The Cat Returns, justement, qui était Ça un se passe film de quoi, Ghibli. par contre, ou c'est Mais qu'on juste tu manger? sais, pour vrai, il se passe, tu sais, il y a comme un des chats qui prend un avion puis qui est comme, je vais traverser l'océan, mais c'est comme si ça se passe en background puis que les personnages principaux sont comme, Ih, c'est beaucoup d'aventures, ça. pas sûr que j'aime bien ça. Genre, je suis comme, tu sais, dans un contexte où, en ce moment, dans la BD, c'est quoi? Soit des post-apo angoissants ou des BD reportages sur comment nos ressources naturelles s'épuisent Oui, il y a ou des beaucoup de BD ça. reportages sur des violences sexuelles faites aux femmes. En général, puis là, j'étais comme, ceci est un îlot de paix dans cette actualité Mhm. de malade et je l'ai beaucoup apprécié. Fait que moi, tout ce que je retiens, c'est qu'éventuellement, on va faire un spécial Le vent dans les saules. Oh yeah, j'ai hâte. Écoute, une année, je suis tombé dans un loop, j'ai comme regardé genre 10 adaptations en film du vent dans les saules, dont une très très weird avec genre tous les membres de Monty Python qui jouent des rôles différents, avec des genres de maquillage vert weird ou genre des grosses mitaines de On avait rongeurs. pas... Est-ce qu'on avait fini par trouver la série pour toi? Il me semble que je t'avais envoyé un lien. Il me semble que tu m'as... Ouais, j'ai toujours pas... j'ai regardé, tu vois, la série qui jouait quand on était jeune, Sur que Canal j'écoutais Famille. pas à l'époque Parce que parce t'as pas que le j'avais câble. pas le câble. Ouais. Il y a eu un film d'animation qui est vraiment comme l'adaptation du roman. Puis la même équipe a fait genre la série qui se passe comme après, qui est comme plus épisodique. Mhm. Je pense que le lien que tu m'avais envoyé, c'est genre le Internet Archive. Ou Ouais, quelque chose. exact. Fait que C'est la série quand qui même jouait à trouvable. Canal Famille quand on Ouais. était jeunes. Mais puis, tu sais, moi, j'adore le stop motion aussi. Fait que Ouais. je suis comme, tout cela est pour moi. Mais Tout est dans tout. voilà, 4 cafés. Checkerez ça. Si jamais vous sentez angoissé dans l'actualité, ceci Ouais. sera mettre un petit baume et des pâtisseries sur votre Je vois cœur. pas de quoi tu parles. Rien. Pourquoi on stresserait en ce moment? Il n'y aurait Je pas sais de raison de stresser. Oh, good. On va parler maintenant de l'exorcisme. Let's go! Oui, la suite en fait, c'est pas vraiment la suite, mais vous vous souvenez, en 2023, il y a un film de David Gordon Green qui s'appelait The Exorcist Believer, qui était pour Universal et Blumhouse, qui a été en fait une espèce de flop au niveau de la critique puis au niveau des recettes. C'était-tu celui avec Russell Crowe, ça, ou c'était un Non, autre ça, exorciste? c'est The Pope Exorcist qui fait pas partie de l'univers des films de William Exorcist. basé sur l'œuvre de William Peter Blatty. C'est pas la Ok. même chose. Pas le même exorciste. Non, c'était comme un genre de Exorcist 4. On se souvient qu'il y en a 3, là, Exorcist. D'ailleurs, le 3 est fucking bon. Le Oui, 3 est oui. super bon. J'ai pas vu ça depuis très mon bon. secondaire. Man, à une certaine époque, là, il faudrait vérifier, mais les deux cotes, parce qu'il y a 2 éditions, sont disponibles sur Tubi, ou elles étaient disponibles sur Tubi. Mhm. Mais c'est vraiment bon. C'est toute une réflexion. Puis c'est comme tu suis le policier du premier. Anyway. Puis là, ils ont fait un 4 qui s'appelait The Exorcist Believer, qui suivait, en fait, qui a été réalisé par David Gordon Green, qui a réalisé la dernière trilogie de Halloween, que j'avais quand même bien aimé, quoique les 2 derniers spéciales, mais bon. Puis Believer, c'était juste all over the fucking place. Ça commence bien, mais c'est particulier. Et après l'échec, c'est plate, mais Universal puis Blumhouse avaient comme prévu une trilogie. Fait que on va se réaligner. Et ça avait déjà été annoncé, mais c'est Mike Flanagan qui avait été engagé pour scénariser et réaliser le film qui se passe. Et là, c'est là où on a des détails dans l'univers de The Exorcist. C'est pas une refonte, c'est pas une suite, mais on est dans l'univers. Et là, C'est-tu le même démon dans tous les films?
Pazuzu. Pazuzu. J'imagine. Peut-être que ça va être lui aussi dans ce son grand comeback. Son grand comeback, Pazuzu. Son fils, là, Pazuzi. Pazuziz pour les Gen Z. Donc là, ça va être dans l'univers des exorcistes, on le sait. Et l'actrice qui a été confirmée par THR, c'est Scarlett Johansson. Donc, une grosse pointure. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y en est. Slow News Day, là, c'est pas genre, je suis pas un grand fan d'Exorciste, mais je trouvais ça intéressant de le souligner. Sinon, la nouvelle hollywoodienne filmique que je voulais lier à tout ça, c'est le fait qu'il y a un 4e Rush Hour qui est en développement du côté de Paramount Skydance. Attends, c'est-tu vrai, ça? Oui. OK, parce que moi, ma nouvelle, c'était Donald Trump a mis de la pression sur Paramount pour avoir Rush Hour. C'est confirmé. Mais c'est confirmé. C'est confirmé parce qu'une des personnes qui est derrière Paramount Skydance, c'est un de ses alliés qui était sur Skydance avant. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on perd, pas officiellement, bien la sûr, raison. de Late Show with Colbert. Oui. Mais il y aurait eu de la pression du Cheetos en chef là, pour un retour de Jackie Chan et de Chris Tucker. Ils sont confirmés d'ailleurs. Et là où ça vient le plus troublant, c'est que c'est le réalisateur Brett Ratner qui avait réalisé les 3 premiers qui est de retour. Oui, le même Brett Ratner qui était sorti durant le MeToo en 2017 pour aller lire la... Moi, je connaissais pas tout, là, mais c'est assez intense. Et c'est pas surprenant parce que... pas surprenant. C'est décevant, mais c'est pas surprenant. Parce qu'il a réalisé le doc de Amazon Prime sur la première dame des États-Unis. Donc, il est proche de la famille. Donc, j'imagine que ça faisait partie des dites pressions pour faire un Rush Hour 4. Tu sais, film pour lequel je suis comme intrigué, mais là, ça sent tout ça. Ouais. Ça me tente. Ben oui, c'est drôle. J'étais comme justement, il aura au moins servi à ça, l'hostie, mais là, comme même ça, ça a réussi. Ouais. Je suis comme content pour Jackie Chan, pour Chris Tucker. Je trouvais que c'était un bon trio. Un duo, pardon. Un bon trio. C'est qui compte pour manque deux un coke. Il manque un coke là-dessus. Ouais. Fait que c'est ça, c'est confirmé, c'est vrai. Il y aurait eu pression, mais là, c'est juste fake news. Hein. Fait que c'est ça, messieurs. Je voulais pas vous décevoir davantage. Est-ce que Scarlett est confirmée dans Rush Hour? Je serais pas contre, mais... Tu sais, elle a l'air de poser ses pions et genre, je vais faire toutes les grosses franchises. Ouais. C'est un petit Jurassic World, un exorciste. Une femme d'affaires, man, qui a une carrière incroyable, tu sais, puis elle est productrice dans ses projets, assez, comme tu dis, où mettre ses pions, puis c'est une bonne performer, tu sais, elle fait autant des trucs un peu plus indie, puis des big Marvel movies, je serais pas surpris, mais c'est vrai, Jurassic Park, Jurassic World, finalement. Ça fait un bout qu'elle a fait des trucs indie, par contre. Le dernier, c'était quoi? C'était Under the Skin? Ça fait un bout. Ouais. Ben, justement, je lisais un matin qui était encore une grande défenseuse de Woody Allen, fait que peut-être que... J'ai vu le titre, mais j'ai pas lu l'article. Ouais, moi non plus. Ceci dit, mais comme si elle est dans les défenseurs des gens nommés à MeToo, peut-être qu'elle va se trouver une place, non? Non, je penserais pas qu'elle va se rattacher. Je lance ça dans les terres. On n'est pas obligé de faire du Journal de Montréal. Spéculer à outrance. Mais voilà. On va continuer avec... Attends, je suis dans ma petite liste. On va continuer avec Simon. Ouais, c'est Simon. Maudit iPad de merde. C'est moi. On va y aller avec ça. Gene! Wow, je l'ai aimé, celle-là. C'est Gene Wish. Gene Tému. Aussi, je vais continuer à parler de films parce que j'ai pas trouvé de nouvelles. C'est une petite semaine, hein? Ouais, très petite semaine, mais l'important, c'est qu'on se retrouve dans l'amour mutuel de nous. Je vous avais dit que je faisais Ninja Novembre ou Novembre Ninja. Oui. Fait que je vais vous parler de quelques films de Ninja que j'ai écoutés. Oui. Tu as eu des suggestions d'ailleurs de titres pour ton mois de Ninja de novembre sur le Discord. Plusieurs formulations, mais je m'en souviens pas. Ouais. Mais ok, je vais commencer par le film de Black Ninja, un film de 2003. Et c'est un des 2 films mettant en vedette un avocat qui est un vigilante qui est sorti en 2003. Parce qu'on se souviendra que Daredevil sorti en 2003. Ouais, et là, on a un film écrit, réalisé et joué par un certain Clayton Prince, qui commence son film avec, dans le générique, c'est marqué « Written and directed by me ». OK. Oh, ça promet. Ça promet. Ça. Ouais. Et c'est ça, c'est le meilleur avocat qui défend des criminels
comparativement à Matt Murdock, mettons. Ouais. Il défend les criminels, mais quand, finalement, il sait qu'ils sont coupables, ben là, le soir, il les attaque Il tue. déguisés en ninja. Mais là, évidemment, il y en a un moment donné que ça n'a pas marché, ou je sais pas trop, fait que lui, il décide de tuer sa femme, et là, ben, ce gars-là, ben, il essaie de se venger. Attends, il attaque ses propres clients? Oui, c'est ça. Quand il se rend compte que ses clients, finalement, c'est des vrais criminels, ben, il va les attaquer. C'est comme si Perry Mason se levait et tirait une 12 en face du gars qui est en train de défendre. Il va les attaquer si la justice... OK, s'il les a trop bien défendus. Exactement. Ouais. Voyons donc. Puis c'est le meilleur avocat, fait qu'il défend super bien. Okay. Fait Et qui est comme pogné, c'est un loophole. C'est fait que dans le fond, c'est ça. C'est un crise de cave. En fait. Ouais, En les défendant, peut-être qu'en les défendant parfaitement, il réussit à les faire libérer à chaque fois, puis là, c'est ça qu'il veut pour pouvoir avoir une raison de les tuer. Moi, d'après moi, ce gars-là a un fétiche de se déguiser en ninja puis de tuer. C'est plus ça le problème. Ouais. Et tu tues, c'est ça qu'il fait? Parce que j'ai dit, il tue. Ben, mais... il me semble qu'il tue. Il fait pas juste ça, là, mais tu sais. Il va all-in. Ouais, c'est ça. C'est donc bien du trouble. Ah, il aime ça se confier à la vie. Puis l'histoire est malgré ce qu'on a dit, est comme correcte. OK. Mais c'est plus au niveau de technique que ça roche. Évidemment, l'acting est atroce. On voit des boom mic. Puis aussi le fait qu'il y a toujours la même tune qui joue à chaque fois qu'on voit le Black Ninja. Un classique. Là, ça fait assez longtemps que j'ai vu le film. Là. Je pense que ça fait quasiment 2 semaines que j'ai réussi à l'oublier, mais pendant un bout, elle est restée dans ma tête. Fait que... c'est ça. C'est difficile à trouver, je dirais, Black Ninja, mais si vous savez où fouiller dans l'Internet, ça se trouve. C'est pas le meilleur film de Vanity Project que j'ai vu, mais quand même, c'était intéressant. Surtout quand le gars il se présente comme Written and Directed by Me. Ça, j'en reviens pas. Là. Ouais, wow. Comme tout le monde me connaît déjà. Après, j'ai écouté... Ça doit être tout revient à lui tout le temps. La première fois que tu le vois, puis il est comme, tu me connais pas. Ouais, il y a de ça. On a tous rencontré du monde. Moi, je le vois comme un Sylvain Pastrami dans la BD Villes des Armes. Ouais, je comprends. Aussi, j'ai écouté un Godfrey. Je me suis dit, je vais me gâter un peu. Donc, j'ai écouté le film qui s'appelle Ninja Operation Night and Warrior. Son autre titre, c'est Ninja Silent Assassin. C'est aussi Black Ninja. Et c'est aussi Justice Ninja. Ce film-là je pense que c'est peut-être un des meilleurs de Godfrey dans le sens, si tu veux avoir une idée de c'est quoi les films de ninja de Godfrey, il y a Ninja Terminator, mais il y a aussi celui-là, Ninja Operation Night and Warrior, parce que ça met en vedette Richard Harrison, mais aussi Alphonse Béni. Alphonse Béni, qui est un acteur, un Camerounais, qui a fait quelques films de série B. Et là, il est supposément qu'il serait allé voir Godfrey pour lui donner de l'argent pour produire son film et pour jouer dedans. Donc, en plus, Godfrey a rajouté un acteur noir dans ses films, ce qui peut faire du bien aussi, parce que c'est pas... quand tous ces ninjas, c'est des monsieur blancs avec des moustaches, ça fait du bien, un petit peu de changement. Aussi, ben, tu sais, l'histoire ne fait aucun sens, évidemment, ou c'est très dur à suivre parce qu'il prend des scènes d'un autre film qui s'appelle Girl Rogue, un film taïwanais. Que c'est pas lui qui a fait. Non, c'est ça, qu'il n'a pas fait. Et il mixe ça avec beaucoup de scènes de ninja qu'il a filmées, avec des ninjas qui ont le bandeau de couleur écrit ninja dans le front. Of course. Si vous aimez, évidemment, les faux trailers que Yoann a fait. Ninja Eliminator. Ouais, c'est vraiment ces films-là. C'est fou, hein, parce que dans Ninja Eliminator, il y a énormément de clins d'œil au film de Godfrey. C'est pas juste la thématique qui est reprise. Il y a des petits détails. Des fois, ça fait... Je sais qu'ils ont pris ça d'une scène qu'ils ont vue d'un Godfrey. Ah ouais, c'est sûr. Puis, ben c'est ça. Il y a de l'overacting incroyable. Puis, c'est
C'est comme. J'ai vu une critique qui disait que c'était le Avengers des Godfrey. Wow. Je suis comme un peu d'accord parce que c'est vraiment tous les éléments qu'on aime dans le même film. Fait que voilà. Donc, c'est Ninja Operation, Knight and Warrior. Et je vais terminer en parlant du film Ninja Mission, un film de 84 réalisé par un réalisateur suédois. Donc, c'est un film de ninja suédois. Beaucoup de ninjas en Suède. Oui. Réalisé par Matt Helge, qui a fait Russian Terminator et Blood Tracks, un film, un slasher avec un band métal dans un chalet qui se fait ensevelir sous une avalanche et là, il y a un tueur. Non. Ouais, et Russian Terminator, il n'y a pas vraiment de Terminator, c'est juste. En tout cas. Parce qu'ils n'ont pas d'orgueil. C'est ça. Ce film-là, OK, Ninja Mission, l'histoire, on s'en calisse. Okay. Parce que c'est un peu un mélange de. Tu sais, les films d'action de ce temps-là où tu as la CIA contre le KGB, puis des kidnappings de scientifiques avec des formules, puis ce genre-là. Mais la CIA a une équipe de commandos spéciales qui sont des ninjas. Et c'est des ninjas qui attaquent de façon très violente. Donc, il y a beaucoup de gore dans le film. C'est surprenant. Des sbires qui se font trancher la tête en deux. Il y a aussi une espèce de... des ninjas qui utilisent un poison qui fait exploser les gens. Fait que le film est un peu long à démarrer, même si... Non, c'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup d'action, mais c'est juste que c'est un petit peu dur d'embarquer parce que c'est comme des trucs géopolitiques là, de KGB puis en tout cas. Mais ça vaut la peine pour toutes les scènes de ninja qui sont assez violentes, merci. Et voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur les films de ninja. Mais The Ninja Mission n'était pas si pire. Est-ce qu'il y a un film de ninja de Noël? C'est ça qu'il faudrait. Ah, c'est sûr. C'est sûr que oui. Ouais. T'as-tu une thématique, là? T'as fini les ninjas, ça veut dire? On est en décembre. Non, ben, c'est ça. Les films de Noël, puis les films qui ont du Noël dedans, mais qui ne sont pas des films de Noël. OK. Comme avant que tu arrives, j'ai parlé de Rabid de Cronenberg, puis de Death Wish 5. Écoute, moi, j'ai regardé Merry Christmas, Mr. Lawrence, avec David Bowie. Ouais. Très peu noëlé, malgré son titre. Ouais. Eh là là. Et très bonne forme sonore, par exemple. Hey, mais-en. Okay. Mais-en. Il y avait des guirlandes dans le film Ninja Mission. Donc, tu vois. C'est sauvé. On est correct. Ouais. Safe. On va continuer avec Laurent? On y va. Ouais. Très peu de détails encore, mais la page Facebook de Farador a annoncé que le projet, qui était, je rappelle, un genre de court-métrage qui est devenu un film. Court-métrage qui est devenu un film en 2023 et venait de signer pour devenir aussi une mini-série sur tout.tv extra. On ne sait rien d'autre. Comme un vague synopsis que ça va se passer encore avec des vieux chums qui jouent à Dungeon. C'est ça, je me demande si c'est dans le même univers que le film. C'est vraiment pas clair. C'est pas clair, Puis, tu sais, je veux dire, aucun acteur d'annoncer ou rien, ni de la vie. Tu sais, comme on sait pas si ça va être des gens du film ou du court-métrage, ou on sait rien. Ouais. Écoute, il annonce ça pour, genre, la saison 2026-2027. Fait que, genre, il y a de quoi de signer, mais on ne sait rien encore. On s'en reparlera sans doute. Ce qui est vraiment particulier, parce qu'on se souvient qu'à la base, c'est un court-métrage qui a pris énormément d'années à être adapté au cinéma. Ben là, c'est ça. Puis que là, aussi vite, ça redevienne d'autres choses. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que plus. j'aimerais ça que ça reste au moins dans le même univers. T'sais, j'aimerais ça que ça soit comme d'une manière un peu liée. Je veux pas qu'on me raconte une fois de plus la même histoire. T'sais. Moi non plus, en même temps, tu sais, comme... c'est ça. C'est parce que le film, il closait le truc, me semble. C'est comme ça. il affinissait leur game. Là. Spoiler alert, désolé. Ça fait 2 ans, c'est correct.
Mais en tout cas, wait and see. Je veux dire, je suis fan des deux. Ouais. J'ai beaucoup aimé les deux pour des raisons complètement différentes. Ouais. Puis d'ailleurs, dans certaines scènes, vous remarquerez en arrière-plan, dans la chambre du personnage, un des personnages principaux, il y a de l'art de notre ami Jake Dion. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ça a été utilisé dans la chambre comme en poster, en affiche sur les murs. C'est un beau petit clin d'œil. Ouais. Peut-être que Scarlett va être dans Farador. Qui sait? On sait pas. On sait pas. Et dans toutes les franchises, on a dit. Ouais. Sinon, complètement unrelated, mais Screen Rant a publié un article qui me signale que dans le numéro 5 de la mini-série Godzilla Destroys the Marvel Universe, que je n'ai pas lu encore puisque j'attends un trade, Ouais, moi aussi. le grand méchant Knoll Knoll a changé Godzilla avec un symbiote de Venom. Fait que t'as un Godzilla avec un symbiote de Venom. Moi, je suis fucking partant. Yes. Let's go. Écoute, moi, Let's j'étais go. déjà... tu sais, la fois que j'ai ouvert la première fois un trade de Old Man Logan, Oui, je sais exactement où tu t'en vas. je l'ai ouvert ouais, sur le cette T-Rex. page-là, puis j'étais comme... C'est un Ouais, T-Rex. Venom, T-Rex, puis personne m'a rien dit. J'étais tellement fru. Finalement, ça dure pendant une page, mais j'étais comme juste l'idée. J'étais comme, hostie, c'est hot. Puis il retourne jamais. Hein, on en reparle jamais. Ben non, jamais. Pourtant, moi, s'il y a une mini-série un jour de Venom T-Rex, je suis Je partant. suis pas surpris que ça revienne Ouais, éventuellement. un jour. Mais là, en tout cas, en attendant, on a un Venom Godzilla. Why not, hein? J'ose espérer que cette série-là sera meilleure que celle où Godzilla attaque la Justice League. Parce qu'on s'entend qu'il y a une suite d'ailleurs qui se fait là, de cette série-là, là, Justice League versus Godzilla 2 ou je sais pas quoi. Là. Puis c'était de la crise de merde, man. Écoute, là, c'était incroyable. il y a à quel point eu- c'était pas bon. Là. Tabarnak! C'est vrai que c'était pas bon. C'était pas... L'année passée, il y a eu une coupe de one-shot de genre Godzilla versus des Ouais. héros de Marvel. Oui, là, oui. j'étais comme, j'avais pogné Godzilla versus Hulk comme disant, ah, c'est bon, j'ai ramasser les autres. Ah. J'ai pas ramassé les autres. Non, c'était aussi Ah, pire que... je me souviens que t'en avais parlé au show puis que Ouais. t'avais dit que c'était pas très... C'était aussi pire que Justice League versus Godzilla. Ben, ça durait moins longtemps. Ça, c'est... Oui, mais... Fait que mais c'est au-delà de ça. Ce que tu veux, c'est la grosse bataille. Là. Tu Ouais, mets un c'est artiste vrai qui est que je suis performant, là, puis Ouais. t'es fait tapocher. Là. Mais tu sais, c'est vrai que ce que j'aime des kaiju, ça se rend mal en BD, parce que j'aime ça voir des maquettes se faire démolir. En gros, c'est comme... Fait que tu sais, je suis comme... Ben, un pop-up book. Là, Ouais, ben oui. Why not? Mais là, je suis quand même curieux de Destroys de Marvel Universe. Tu sais, je sais, je suis comme, à chaque fois, je suis comme, ça va pas être bon, mais est-ce que j'ai de l'intérêt? Oui, of course. Ce qui me surprend, c'est que t'as pas acheté finalement le trade où on collectionnait pour la première fois en couleur les histoires de Shield versus Godzilla qui font partie du canon de Marvel, qui ont été publiées dans le temps. Là. Oui, mais c'est parce que j'ai fini par le trouver. Et avant ça, le maudit Ouh! Essential Celui que en noir je et te blanc. convoitais depuis toutes ces années. Mais tu voulais me voler depuis des années. Ouais. ça. Fait, écoute, j'ai fini par le trouver. Fait trouvé que ça où? Comic Hunter. Nice! Combien C'est- t'as payé? Pas si pire que ça. Un genre de 20-25 plus, je sais plus. Ah, pour vrai, ça Pour- vaut vraiment pour la un livre peine. épuisé. C'est cool, Comic Hunter, man. C'est C'est quand la même meilleure cool, place Comic à Montréal. Hunter. Ouais. Ouais, c'est nice. Ouais. On les salue. On les salue. Je sais pas s'ils écoutent. mais- Je sais pas. Je sais pas. Je vous les saluerai. Si vous êtes un client du Ouais. Comic Hunter, vous leur direz que Benoît, c'est lui qui paye tout le temps sa facture 2 minutes après que vous avez envoyé la notice, parce que moi, je fais ça en ligne. Ah ouais? Il y a un Tu fais show qui livrer? Non, je ne fais pas livrer, j'y vais, mais je paye à distance. Comme donc, il m'envoie un reçu, puis là, j'en fais un transfert. C'est super simple. Quand j'arrive, je pogne mes BD, je m'en vais. Ben non, je fais le tour, là, mais je veux dire, c'est Ouais. déjà payé. Ouais. OK. Mais je fais ça, mais ce que je fais, c'est que moi, j'haïs ça, avoir des dettes. Puis j'aime pas laisser traîner les choses. T'es parce qu'après, vraiment je les oublie. confiant que tu vas rien rajouter? Moi, c'est ça que je trouve beau. Ben non, dans cette histoire-là. j'en rajoute quand je vais sur place. Ouais, Tu prends ok. du point épais. Mais je veux dire, c'est déjà payé. Fait que là, j'ai l'impression de moins dépenser. Ah ouais, tu sais. ça m'a rien coûté. Ça m'a rien parce que- coûté. Ah ouais, ok. C'est ça. Je comprends. Ah ouais, c'est Ah, moi ok, le calme. c'est ça l'avantage. C'est Ok, ça je comprends. l'avantage. Ouais, c'est ça. Mais Ok. dites-leur. T'avais-tu une nouvelle concernant Angoulême, Laurent, dans tes affaires? Parce que ça a été annoncé officiellement que c'est annulé. Là. Dossier chaud. Au dossier, oui, il y a un grand dossier. Écoute, je l'avais même pas noté parce que ça fait des semaines que c'est, voire des années, que c'est un complet shit show. ça. Je suis juste que, pour vrai, je l'ai vu un matin, Ouais. j'étais comme, Angoulême, c'est annulé. Puis j'étais comme, il me semble que c'était annulé il y a 3 semaines. Non, c'est annulé officiellement maintenant par l'organisateur Ouais. qui est 9e art plus. Oui, c'est ça, hein, en même temps. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a eu des trucs graves là,
d'agressions là, qui ont été soulignées. Il y a aussi de l'ingérence. Il me semble qu'il y a plein d'affaires. C'est que même moi, je veux pas rendre justice au dossier parce que je connais pas tous les détails. Là, si je veux faire une histoire courte, parce que j'ai lu un livre entier de 300 pages là-dessus. Un livre l'année là-dessus? passée, ouais. Genre un livre de lavage de linge sale sur l'histoire noire du Festival d'Angoulême. J'ai oublié le titre, là, mais attends, je pourrais te le retrouver vite. Au pire de tantôt. Mais moi, je veux juste vous dire que j'ai une exclusivité. Oh, une exclusivité, c'est quoi? J'ai reçu un texto. De qui? Le Père Noël. Oh! Il me dit « Hi Simon, this is Santa. I've been looking forward to writing you all year. I can't wait to tell you all of the adventure here at North Pole. Ho, ho, ho! » Fait que... Le Père Noël te parle en anglais? Ouais, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a inscrit à une liste, là, puis là, je reçois des messages. La seule fois que j'y ai écrit, on le verra pas, là, mais j'ai écrit « Joyeux! » Attention, ton numéro de téléphone aussi. Tu montes la caméra. Puis... Joyeux. T'as dû répondre 1000 bougies. Ouais, 1000 bougies au moins. Je l'ai ici. J'ai lu un livre qui s'appelle Angoulême BD, une contre-histoire 1974-2024 par Philippe Capard, Nicolas Finet. C'est à la 5e couche. C'était paru l'année passée. En gros, il y a des appels d'offres sur l'organisation du festival. Puis il y a comme un peu de la collusion que c'est tout le temps les mêmes gens qui gagnent. En tout cas, c'est comme compliqué à exprimer, mais il y a comme des sociétés qui engagent la société tout le temps la même, mais qui ont les mêmes comme... personnes. Les mêmes actionnaires, tu sais. Fait que ces gens-là se créent de l'argent eux-mêmes, entre autres. Ça fait des années que c'est un problème puis que c'est exposé, mettons. Sauf que l'année passée, effectivement, il y a eu un employé du festival qui a dit « Écoute, ce gars-là, il y a un gars qui est comme associé à un commanditaire du festival qui l'aurait drogué et violé. » Puis là, à la place d'adresser ça, ils l'ont crissé la fille dehors. En disant, en tout cas, c'est genre, en y mettant le problème sur le dos. Fait que là, l'année passée, il y avait déjà de la grogne sur les histoires d'argent, les histoires... comme tu viens d'écrire. De violence sexuelle. Puis, il n'y a rien qui a été réglé ni adressé. Fait que là, tu sais, toute l'année, il y a eu comme ça s'est parlé. Là, il y a eu un appel au boycott aussi des éditeurs. Ben, c'est ça. Là, en fait, des auteurs surtout. Des auteurs, parce que aussi, ça fait des années que les auteurs sont comme, hey, ce festival-là, il n'y a rien là-dedans pour nous. Puis, il marche parce que nous, on est là. Puis qu'on donne notre temps et notre énergie gratuitement en faisant des dédicaces. Aucun auteur qui est payé pour la dédicace Angoulême. Puis si les auteurs ils vont pas, il n'y a pas de raison d'avoir un festival d'Angoulême. Fait que là, il y a de plus en plus d'auteurs qui ont dit qu'ils n'iraient pas. Le Grand Prix de l'année passée, Anouk Ricard a dit « Écoutez, moi, je suis solidaire de toutes ces choses-là, donc je n'irai pas et je n'aurai donc pas ma grande exposition auquel le Grand Prix d'Angoulême donne droit. Puis là, après ça, ça a déboulé de plus en plus d'auteurs, des éditeurs au complet, jusqu'à ce que, là, ça s'écroule sur lui-même. Mais là, c'est ça. On ne sait pas rien en date d'aujourd'hui. J'imagine que... j'ai vu que le dirigeant de 9e, j'allais dire Promo 9e art, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est 9e art plus. 9e art plus a déclaré que c'était la faute des financeurs publics. C'est la faute de tout le monde, en fait, qui voulait s'immiscer dans la gestion de l'événement. Il faut dire que la moitié du budget de l'événement d'Angoulême, c'est 6 millions d'euros, venait de financeurs publics. Donc, la 53e édition, n'aura pas lieu du 29 janvier au 1er février. Moi, je trouve ça triste pour la ville, parce que ce que Jake me disait, qui a été souvent... il est allé, je pense, 2-3 fois à date, 2 fois à Angoulême avec Front Froid, c'est que la vie vit au rythme du festival. C'est une petite ville. Et pour une petite ville comme ça, ça va leur faire un gros économique incroyable. Je veux dire, c'est fou. C'est une ville de, je sais plus, je vais dire des chiffres, là, mettons. C'est une ville de 10 000 habitants, puis il y a genre 400 000 visiteurs cette fin de semaine. C'est comme ridicule. Il y a beaucoup trop de monde pour ce que la ville peut accueillir, mettons, mais c'est comme vraiment intense et géant. T'sais. Puis, c'est le plus gros festival de bande dessinée francophone au monde. C'est comme...
c'est comme si soudainement il n'y avait plus de San Diego Comic-Con, mettons. Ouais. Genre comme, on annule tout. C'est comme... C'est un gros coup. C'est un gros coup. C'est une énorme. grosse affaire. Ouais. Puis la 9e art plus, en fait, organise ou gère l'événement depuis 2007. Donc, j'imagine que peut-être avoir une réévaluation. Je sais pas à quel point on peut... je sais pas. En même temps, tu sais, je veux dire, la ville a son mot à dire là-dedans, puis tout aussi. Je veux dire, normalement, c'est supposé être 2 entités, le festival et 9e art plus qui s'occupent d'organiser, tu sais. Fait qu'il faudrait que l'entité festival embauche d'autres gens. Ça se peut, mais tu sais, ça va prendre une année de... C'est peut-être ça qui va faire changer la donne. Ouais, ben c'est ça. Là, une année, je veux dire, c'est devenu assez big pour que des choses se passent enfin. Yes. Fait que c'est ça. À savoir, est-ce que le festival est... Tu sais, je veux dire, en Europe, il y en a des festivals. Toutes les fins de semaine, en France, il y a genre 3 festivals de BD en quelque part. T'sais. Fait qu'il y en a, ça c'était le plus gros, mais il y en a, je pense Saint-Malo, c'est vraiment un gros festival. Il y aurait peut-être moyen que ça devienne plus gros, que ça devienne le nouveau gros festival. Ça se peut aussi. Écoute, on verra. Yes. Ben, tu sais, les choses sont pas éternelles. T'avais du côté des jeux vidéo, t'avais le E3 qui est mort aussi. Je veux dire, les choses changent. Ça peut arriver. Puis, mais tu sais, je veux dire, pour la ville d'Angoulême, ça serait plate que ça existe plus parce que, tu sais, ils ont tellement adopté, ça fait 53 ans qu'ils ont un gros festival de BD, tu sais. Il y a un musée incroyable de bande dessinée là-bas, il y a des murales sur les murs, tu sais, comme c'est très, très... Cette ville-là est très, très... Ah, t'as été, toi, c'est vrai. Oui, il y a 3 ans. C'est ça, c'est très, très lié à la BD de, tu sais, oui, il y a le festival, mais la BD, là, à l'année, il y a des auteurs en résidence aussi et tout. Bon. Bref. La semaine passée, je vous avais parlé de Superman numéro 1 de 1939 qui avait battu tous les records de vente aux enchères. Puis là, je me suis dit, ben regarde, petite journée tranquille, je vais vous parler aussi de chiffres concernant d'autres œuvres qui ont été vendues ou plutôt qui ont été mis aux enchères, auprès d'Heritage Comics Art Signature Auction. Donc, il y a une peinture, une affiche de Frank Frazetta, qui a une marque assez reconnue. Là, c'est un grand artiste. Donc, un poster qui a été utilisé pour la sortie du film italien Luana de 1972 ici aux États-Unis, qui a été vendu à 1,75 million de dollars. Attends. Une affiche? Oui. Une reproduction? Non, mais l'original. OK. Celle qui a été utilisée, mais à la base, c'est une affiche pour le film. Donc, c'est une illustration officielle de Frank Frazetta qui est utilisée pour la sortie du film Luana ici aux États-Unis. Donc, de 1972 pour 1,75 millions, je le rappelle. Puis, durant la même vente aux enchères, l'artiste américain Neil Adams, qui est maintenant décédé, mais qui a laissé aussi sa marque sur le comic book américain, l'art qui a servi à la couverture de Superman numéro 233. Ça, c'est le fameux numéro où Superman brise ses chaînes de kryptonite. C'est comme en mouvement, là. Il se bombe le chest, puis les chaînes pètent. C'est un super beau cover. Donc, la planche qui a servi à faire la couverture a été vendue pour 1,5 million de dollars au Heritage Comic Art Signature Auction. Donc, du gros bidou dans le comic américain. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont du fuck you money, man. Tu peux acheter plein de Lego avec cet argent-là. Guys, comment arrêtez? Placez-vous. Peut-être ça prend moins de place. Je peux jamais t'entendre dire ça. J'avoue que je l'ai dit tantôt, t'étais pas là, mais je me suis acheté l'Enterprise D en Lego. Oh! Puis j'ai aucune hostie d'idée où je vais mettre ça. Je sais pas. Ici, devant moi. Oui, on ne verra plus. Puis toi, tu risques de le laisser. Tu sais, on déplace la table à chaque fin de soirée. Ouais, puis je risque de jouer pendant le show avec les bonhommes. C'est ça. Ouais, je joue pas avec. Là. Touche pas à ma Gainen. Arrête de jouer avec ma Gainen. Fait que c'est ça. C'est le petit chiffre que j'avais pour vous autres. Est-ce que toi, Simon ou Laurent, vous avez un dernier truc avant qu'on prenne une petite pause? Moi, j'ai 2 trucs à plugger, en fait. Vas-y. Premièrement... le show! Oui. Mon band Vidéoville joue jeudi qui s'en vient, 4 décembre. On joue au Cabaret des Fouf avec Scuse et Maxime Gervais et les petits trous de balles. Oui. Donc, moi puis Jake, on va partager la scène. Wow. C'est cool. Ça c'est hot. C'est hot. J'ai envoyé un message à Jake l'autre fois. Là, hey, t'as rendu compte? On va jouer, on va faire le même show. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est malade.
Ouais, je pense quelque chose du genre. Ouais. Puis aussi, je veux plugger ma BFF Gabrielle Zocolor a coécrite une série qui va être disponible vendredi sur Télé-Québec. Donc, elle a coécrit avec Manal Drissi. C'est une web série qui s'appelle Échoué, que j'ai eu la chance de voir hier et c'était... Oui, c'est sûr que c'est mon ami qui l'écrit, fait que j'étais un peu fan, mais pour vrai, ça vaut la peine de regarder. C'est l'histoire de 3 femmes qui arrivent à un moment dans leur vie où ils ont des échecs puis qu'il faut qu'ils se replacent un peu. Mais aussi, ces 3 femmes grosses, donc on vit un peu aussi ce que c'est être dans cette situation-là, être subir la grossophobie médicale. Ça, c'est rough. J'en ai déjà eu et c'est montré à l'écran. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Puis il y a aussi je veux pas trop spoiler, mais il y a une scène que j'espère qu'il va faire parler, une très belle scène d'amour. C'est ça. Et aussi, dans les acteurs et actrices, ben, les 3 principales, c'est Fabiola Aladin, Katia Lévesque et Ariel Charret. On a aussi Stéphane Gagnon qui jouait l'inspecteur Dupuis dans Mémoire vive, qui joue le rôle de Étienne. Oh! Et qui physiquement a l'air d'Étienne. Donc, si Étienne, vous voulez voir... le copain, le mari. Oui, de Étienne Forêt. Ouais. Notre Étienne Forêt. Forêt. OK, c'est autobiographique, tout ça. Ben, pas vraiment, mais tu vois qu'il y a des ressemblances. Est-ce qu'il joue Étienne? Mais Étienne est quand même assez stoïque. Est-ce qu'il s'est inspiré de Étienne? Non, mais je pense que au texte, Étienne était peut-être une inspiration. Mais en tout cas, c'est 8 épisodes de 15 minutes. C'est ça, ça vaut la peine d'aller voir ça. Vendredi sur le site de Télé-Québec. Puis pour ton show jeudi, il y a moyen d'acheter des billets où, tu sais-tu? Le point de vente. Oui, le point de vente. Parce que j'ai acheté mes billets cette semaine. Sinon, j'imagine à la porte aussi. Ok, moi je veux y aller. Le problème, c'est que c'est un jeudi, puis je t'ai rendu un vieux monsieur. C'est plus ça le problème. Je sais, moi aussi. Je fais le show, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, c'est un jeudi, je travaille le lendemain. Tu sais, moi, en ce moment, je suis en train d'utiliser tous mes congés de maladie à la job. Ben, c'est des congés que je peux utiliser n'importe quand, là, en fait. Il faut juste pas en abuser. Puis c'est tout le temps pour des événements comme ça, tu sais, comme genre, avoir su, j'y ai pas pensé, j'aurais pris vendredi off. Ouais. Je vais me lever, là. C'est juste que, tu sais, je vais être probablement éteint. Mais ouais, ça va être cool, ça, quand même. À 20h, c'est pas si pire, c'est tôt. Mais t'es donc bien naïf. Ça va commencer à 10h. Hey, c'est peut-être moi qui va plus voir le même genre de show, mais je trouve que... Non, mais depuis la pandémie... c'est plus ponctuel que ça l'était avant. Oui, absolument. Avant, ça disait 20h, j'étais comme moi, vers 20h, je vais penser à partir de chez nous, là, puis je manquerai rien, mettons. On est de cette génération. Mais c'est moins même que ça l'était. Moi, j'avais un dernier truc à vous plugger. C'est juste une anecdote, mais j'y ai pensé pendant l'émission. Je pense qu'on en est parlé la semaine passée avec Johan. J'ai fait la parade du Père Noël pour le sapin à des boules. Donc, c'était genre de promotion. On était comme déguisés dans les personnages du film. Puis, on avait la voiture prêtée par un journaliste automobile qui est aussi fan du film. Fait que c'est comme parfait. On a mis un gros sapin dessus. Puis, il y a une des personnes de la troupe qui a vissé littéralement des morceaux de bois après le tronc. Fait que t'as l'impression que c'était comme le sapin du film avec plein de racines. Et il y a une vidéo qui a été prise de notre passage durant la parade. Puis il a atteint comme quelque chose comme 1,2 million de views sur TikTok, parce que TikTok oblige. Et là, je ne l'ai pas vu parce que moi, j'ai pas TikTok puis ça ne m'intéresse pas, mais dans les commentaires, il y a une légende urbaine qui est partie. La première, c'est que j'ai l'air de David Duchovny, ça c'est drôle. Mais la deuxième, c'est que avec la perruque. Mais la deuxième, c'est que le sapin en question aurait été arraché sur le campus de l'Université de Montréal. Ce qui est totalement faux. C'est un sapin qui a été acheté par Jarrett, l'organisateur du sapin à des boules, plus il a dépensé pour ça. L'as-tu vu acheter le sapin? D'autres, je l'ai vu, le monde visser les fausses. Je pense que c'est correct. Là-dessus, on est kosher. Ouais. Fait que, tu sais, ça te montre à quel point, des fois, des légendes urbaines, ça part d'absolument
n'importe quoi, genre. Il n'y a rien, là, c'est un vacuum, il n'y en a pas de problème. Peut-être que quelqu'un a effectivement volé un sapin sur le campus de l'Université de Montréal. Oui, mais c'est le lien entre les deux qui me fait halluciner. Puis Ouais. c'est pas la première fois que je vois ce genre de théorie qui devient un fait en 2 échanges là, sur les médias sociaux. Puis ça me fascine à chaque fois. Puis là, c'est random. Le sapin qui est utilisé dans la parade du Père Noël a été volé sur le campus de l'Université de Montréal. Ouais. Et je vous dis non. Ça Quand n'a même. même pas rapport. Ouais, c'est quand même loin pour aller. En tout cas, Ben, c'est pas le plus évident. Je me dirais, ah oui, il y a un sapin. Ben, que c'est je vais super aller voler, random mais- comme légende urbaine, en fait. C'est ça, Ouais. c'est ça qui est weird. C'est ça qui est weird. Ouais. Puis sinon, je vous rappelle, le spécial de Noël Les Mystérieux Étonnants, c'est le lundi 22 décembre. Ce que je vous invite à faire, c'est laisser un message vocal. Puis là, je vous l'ai dit, il faut le faire à l'avance parce que mon mois de décembre, moi, il va être excessivement occupé à cause justement du sapin des boules. Donc, dans le descriptif de l'épisode, si vous voulez laisser un message, un souhait de Noël, un commentaire, quelque chose que vous avez apprécié cette année, n'importe quoi qu'on pourrait diffuser lors du spécial le lundi 22, cliquez sur le lien. Vous pouvez même écouter le message avant de l'envoyer. Donc, ça serait super intéressant de vous faire participer pour vous entendre lors du spécial de Noël. Faites-le dès maintenant pour que j'ai le temps d'assembler tout ça. Attendez pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Mais j'aimerais vraiment vous entendre pour le spécial de Noël. Fait que c'est pas mal ça, ce que j'avais. Puis sinon, allez jeter un coup d'œil au jeu Marvel Cosmic Invasion, qui est le dernier jeu de Tribute Games, qui est un studio québécois, qui ont réussi à mettre la main sur le IP de Marvel, puis qui ont fait un genre de beat'em up. Le dernier sur lequel il avait travaillé, c'était un beat'em up des Ninja Turtles qui avait rapporté énormément de succès. Et là, c'est un de Marvel, donc vraiment cool. Félicitations à notre ami Yannick, qui des fois vient à l'émission, qui a travaillé entre autres sur le projet. Si vous voulez les encourager, allez acheter, au moins télécharger le jeu si vous êtes abonné à Game Pass, parce que ça fait un téléchargement pour le jeu. Sinon, on vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. On a enregistré la semaine passée un épisode de Bifurcation, qui est le podcast auquel vous avez exclusivement accès lorsque vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. On a enregistré un épisode sur Maximum Overdrive. On est dans nos relents, là, nos derniers balbutiements, le dernier élan de Stephen King. Donc, on a fait ça sur Maximum Overdrive. Puis, on a enregistré aussi un épisode sur la très longue et très fan mini-série de Shining. Disons que Rémi et Antoine les ont plus appréciés que moi. Mais ça reste des épisodes assez intéressants. Donc, si vous voulez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, sachez que vous avez accès à l'ensemble des épisodes qui ont été enregistrés. L'ensemble. Il y en a 176 à date. Donc, vous avez tout le catalogue. Il y en a beaucoup de stock. Ce sont podcasts à part entière. En échange de votre contribution, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme une plateforme, comme Internet, mais sans trou de cul. Donc, les gens échangent des articles, partagent des nouvelles, échangent à propos de plein de trucs. Écoute de la lutte. On a écouté de Survivors en fin de semaine, là, le dernier de WWE, pardon. Le dernier pay-per-view de John Cena. C'était bien le fun. Puis c'est une belle communauté que moi je consulte plusieurs fois par jour. Le lien pour le Patreon est dans le descriptif également de l'épisode. Et sachez que si vous voulez avoir accès au Discord, écrivez-moi à travers la plateforme Patreon quand vous vous abonnez. Puis je vais vous envoyer le lien. C'est la façon pour avoir accès au Discord. Si je peux juste... Ah non, t'as pas fini. J'ai cette pas fini. annonce-là. Donc, vas-y. Terre Kaiju, Terre Humaine Cheese d'Or et Noël Cheese d'Or, c'est des épisodes que vous permettez de produire. D'ailleurs, un nouveau épisode de Terre Humaine, de Noël Cheese d'Or. Il y a trop d'affaires de terre, là. Puis d'Isidore, ça me fait chier à chaque fois. Nouvel épisode de Noël Cheese d'Or qui s'en vient vendredi. Que vous allez enregistrer, Simon et Étienne, ce vendredi. Ouais, à moins qu'on change d'idée. là. Ouais, à moins que Mais vous ça changiez devrait d'idée. pas. Là. Vous pourriez peut-être en enregistrer 2, comme ça va être fait. Ça pourrait être ça. Ouais, c'est la job. C'est la job. C'est vrai que c'est la job. On est disponible partout. Je vais te donner la parole après sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes, mais on est surtout sur Discord. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je voulais juste faire un petit shout-out à genre, l'ensemble de la communauté de la bande dessinée au Québec, ou presque, qui a fait une manifestation spontanée au dernier Salon du Livre la semaine passée. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Une grosse manif anti-intelligence artificielle dans les livres, sur la base que de un, ça vole leur job. Non seulement ça vole leur job, mais ça se base sur leur travail pour voler leur job. On parle de couverture de livres. Ben, couverture de livres ou même intérieur de livres. Il y a de plus en plus de livres jeunesse maintenant qui essaient de nous passer, qui sont générés par intelligence artificielle, qui, je le rappelle, sont basés sur le travail d'illustrateurs existants pour se nourrir.
Il y a un pamphlet, un beau pamphlet là, qui a été sorti en même temps par Illustration Québec, qui est comme un gros regroupement de tous les illustrateurs du Québec, ou presque qui expose un peu c'est quoi les problèmes d'enjeux éthiques et monétaires de l'intelligence artificielle, si jamais ça vous intéresse. Mais bravo. En tout cas, ça a fait jaser pas mal dans les médias. Puis c'est comme le fun parce que, je veux dire, mon réseau est constitué à beaucoup d'illustrateurs. Fait que je suis comme très sensibilisé à la question. Mais je pense que si on sort un peu du milieu du livre, voire de la BD, c'est comme moins su on n'est pas à quel point c'est problématique. Ouais. C'est bon. Ça l'est devenu vite, c'est ça qui m'hallucine. Hey, ça fait pas si longtemps que ça que c'est une vraie affaire. Hein? Mm-hmm. Ouais, c'est fou, hein? Moi, ce qui me fait chier, je suis comme j'haïs l'Internet, ce que c'est devenu, mais je suis comme ce qui me garde là, c'est les animaux cute. Mm-hmm. Puis là, ils sont en train de me voler les animaux cute. Je sais, de plus en plus, je vois des vidéos de mise en scène par l'IA. Ouais, puis là, j'ai comme plus de fun. Je suis comme, ce chien-là est trop cute, c'est sûrement fake. Puis je suis comme, ça montre tout, genre, ma petite dopamine de genre... Il y a Neil deGrasse Tyson qui a dit, à un moment donné, je trouvais ça super intéressant, que c'est... Ben, en fait, c'est aussi la théorie de la Dead Internet Theory. Là. C'est qu'à un moment donné, tout ce contenu-là va être créé que par des machines ou potentiellement par des machines. Qui vont s'auto-siphonner. Ouais, il y a ça, mais c'est aussi le fait qu'on ne saura pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, l'intérêt elle-même de l'Internet pour ce type de contenu-là va disparaître, ce qui est peut-être ultimement une bonne chose. Ouais. Ben moi, j'y pense de plus en plus. Je suis comme... je vois plus. De un, l'hostilité est tellement grandissante. Ben, là, s'il n'y a plus moyen de trouver de l'information, voire du divertissement qui soit tant soit peu tangible, à quoi bon? Moi, ça fait des années que je le dis que ça sert à rien. Mais, c'est mettre de l'énergie dans un bucket. Manque pas de livres à lire, là. Non, moi non plus, d'ailleurs. Tu m'en as amené 2. Allez, on va prendre une petite pause, messieurs, puis on va parler de Deadpool, Batman, Deadpool dans quelques instants au Mystérieux Étonnants. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de 2 numéros Batman. Il s'agit de 2 numéros Deadpool, Batman, Deadpool. Ben oui, c'est ça, je l'avais. C'est parce que quand tu le dis vite, c'est mêlant vite. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout qu'il y en a un qui a été publié avant l'autre. C'est que je voulais dire celui en premier, qui est celui de Marvel. Puis il y a celui de Batman, puis celui qui est DC, puis en tout cas, anyway. Donc, c'est 2 crossovers du personnage de Deadpool et de Batman, accompagnés d'autres personnages appartenant à DC Comics et Marvel Comics. Ce que j'aime de ça, c'est que ça faisait des années qu'on avait vu un crossover à proprement parler entre les 2 grands comic books, 2 grandes sociétés de comic books qui font dans le super-héros. Puis non seulement ils ont profité de l'occasion pour mettre ensemble Batman et Deadpool, mais ils ont fait des petites histoires pour les accompagner aussi dans leurs fascicules. Fait que c'est très cool. Est-ce que c'est le début de quelque chose, d'un nouvel élan? Ce serait le fun. Je l'aurais pas prédit, moi, que ça allait arriver. Tu me regardes bizarre? Non, ouais. Ben, ça faisait longtemps, puis maintenant, Warner Brothers possède DC, puis Disney possède Marvel, fait que je pensais que c'était comme impossible que ces 2 grosses entités-là s'entendent pour ce genre de choses. Et ils l'ont fait! Puis ils l'ont fait, esti. Je pense qu'en comics, c'est quand même moins compliqué de s'entendre qu'à un niveau télévisuel. Je suis d'accord, mais justement, comme ces 2 propriétés 2 grandes maisons de propriété qui, disons, font beaucoup jaser et générer des revenus, comme c'est tous des panthéons différents, je pensais pas qu'on allait les voir ensemble. Mais tu as dit le mot-clé. Quoi? Revenu, oui. Ouais. Oui. Quoique, en tout cas, je pense pas que c'est le genre l'affaire qui va vraiment faire une différence sur les ventes de DC et de Warner et de Disney cette année, là, on s'entend. Là. Non, mais les numéros ont dû bien vendre. Oui, ils ont bien vendu. C'est quand même 2 personnages très excessivement populaires. Absolument. Donc, on parle de 2 single issues. Les 2 ont été publiés. Là, je vais vous dire une trolley de noms là, d'artistes et d'auteurs qui font partie du lot des personnes qui ont travaillé sur ces 2 numéros-là. Zeb Wells, Greg Capullo, Chip Zdarsky, Terry Dodson, Kelly Thompson, Guri Hiru, Kevin Smith, ben oui, Adam Kubert, Frank Miller, Ryan North et Rand Stegman. On a aussi Grant Morrison, Dan Mora, James Steiner de Fort, Joshua Williamson et Scott Snyder, Aiden Sharman, Tom Taylor, Bruno Rodendo, Mariko Tamaki, Amanda Connor, J. William Wilson et Dennis Conwand. Fait que voilà, c'est ça, tout ça. Merci. Oui, je les avais toutes notées. Donc, voilà. Je sais pas comment aborder ça. On va y aller dans les grandes lignes. Là. Est-ce que vous avez apprécié, Simon et Laurent, Deadpool, Batman, Deadpool? On va commencer par Simon. Oui, j'ai quand même aimé ma lecture.
Je te dirais que le numéro de Morrison était le plus intéressant, même si c'était un petit peu tough à suivre. Mais ça, c'est du Morrison, mais il y a tellement d'éléments qui viennent de ces runs de Marvel et de DC qui sont là-dedans, puis c'était intéressant. Sinon, par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup plus été charmé par une des histoires pas principales, là, les petites histoires qu'ils ont rajoutées, que j'aurais aimé ça qu'on continue cette histoire-là. Est-ce que tu peux nous dire laquelle? Oui, c'est celle où... attends, c'était qui l'écrivait? C'est Chip Zdarsky qui mélange... en fait, c'était Wonder Woman et Captain America. Oui. Mais on est dans un univers où les personnages de Marvel et de DC ont toujours coexisté. Exact. Et c'est quelque chose que je ne sais pas si on a déjà eu une version de ça. Peut-être dans un univers parallèle qui est mentionné dans le premier gros crossover qu'il y avait eu à un moment donné. Mais on dirait que ça me fascinait plus que qu'est-ce que je venais de lire avec Deadpool et Batman. Juste le fait que ça pourrait aller tellement loin. Et il y aurait plein de choses à dire, mais c'est ça. Excellent. C'est mon appréciation. Toi, Laurent? J'y allais avec peu d'enthousiasme parce que c'est deux personnages qui me parlent pas tant que ça, en général. Je dirais que j'ai été quand même agréablement surpris par le premier, qui est celui de DC, je pense. Celui de Marvel, le premier numéro. Zeb Wells. Zeb Wells, Guy Capullo. Ouais, celle-là. Qui était comme le fun, quand même. Correct. Je pense, là, plus ça va dans ma vie, je pense que j'haïs ça, Grant Morrison. Genre, je pense qu'il y a un passé où je me considérais pas assez intelligent pour lire du Grant Morrison, puis plus ça va, plus je me dis, sais-tu quoi, c'est de l'esbrouf. Il fait n'importe quoi, puis on est tous en train de se dire qu'on n'est pas assez intelligent, puis mais lui, il est comme, je fais n'importe quoi, puis il bouffe tout. Ceux-là, gang de niaiseux, je suis comme de plus en plus persuadé que c'est ça qui se passe. Fait que j'ai pas bien trippé sur le deuxième numéro. Pourtant, je trouve qu'il y a tout le temps les éléments, mais je suis comme, pourquoi tu rends ça? Pourquoi tu fais ça? Si je peux me permettre... Vas-y. Oui. Je pense que dans ce numéro-là, il s'est crossé sur son propre matériel. Ben oui, il s'est mis en scène tout là, aussi. Mais moi, ça m'a plu parce que ça m'a rappelé plein des affaires. Mais je comprends très bien ton point. Je suis peut-être pas assez féru en niveau Grant Morrison, mais c'est comme on dirait que toutes les fois que j'en ai lu, j'ai eu le même effet de genre c'était... Ben, en fait, on pourra y revenir. Mais ceci dit, je trouve que aussi toutes les histoires courtes qu'on a eues, ils étaient vraiment le fun aussi. Puis effectivement, celle de Captain America puis de Wonder Woman, qui était anormalement touchante pour une histoire aussi courte. Très touchante. Avec des personnages qui, aussi, je m'entorche un peu. Je suis comme, ceci est une belle histoire sur être drette dans ses bottes et genre faire les bonnes choses. J'étais comme surpris de la qualité de ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai beaucoup plus aimé les histoires secondaires que les deux crossovers entre Batman puis Deadpool. Mon préféré du côté de Marvel, c'est celui entre Daredevil puis Green Arrow, qui est écrit par Kevin Smith. Puis là, c'est pas juste, je suis pas en train de vous troller, là, c'est pas juste parce que c'est Kevin Smith. Puis en fait, je le savais pas. Quand je l'ai lu, j'ai pas vu que c'était lui qui l'avait écrit. Puis c'est très simple, c'est très court. Puis moi, j'ai toujours dit que Kevin Smith est son meilleur quand il y a des restrictions parce qu'il se censure, disons que ça le structure un peu plus. Puis on dirait que c'est ce qui est arrivé. Il y avait moins de pages que l'histoire principale de Batman et Deadpool. Et je l'ai aimé, cette belle rencontre-là où t'as les deux héros qui finalement affrontent l'ennemi de l'autre. Un affronte The Hand, l'autre attaque de League of Assassins, quelque chose comme ça. League of Shadows, pardon. Puis il y a une belle petite... c'est super bien dessiné. C'est quand même pas Adam Kubert, c'est pas dégueulasse. Fait que ça, j'ai aimé ça. Du côté de DC, le crossover John Constantine, Doctor Strange, la chute est un peu décevante, mais l'échange est vraiment le fun parce que c'est essentiellement des héros qui sont similaires, mais qui ont des motifs operandi complètement différents. Puis un ton complètement différent. Absolument. D'ailleurs, il en parle. C'est expliqué dans l'histoire que John Constantine vient d'un monde où c'est plus sombre parce que l'histoire de John Constantine, pas quand on l'utilise dans un contexte héroïque, mais vraiment dans un contexte de Vertigo, là, c'est pas de la petite bière. Là. On s'entend que c'est plutôt sombre. Et je pense, qui est mon préféré, ou l'histoire qui est ma préférée, c'est l'histoire entre Nightwing puis Wolverine.
mais pas le Wolverine ouais. Logan, mais Wolverine... Laura Kinney. Laura Kinney, où c'est deux, en fait, des héros de deuxième génération. Les Nepo... Les Nepo Heroes, j'ai full aimé ça, c'est ouais. l'expression. Puis j'ai trouvé que c'était super beau jusqu'à la fin, de la façon où on complète l'histoire, où c'est dans la même bulle de pensée qui passe d'une couleur à l'autre pour signifier que c'est les deux qui pensent en même temps. J'ai trouvé ça, c'était short and sweet et vraiment très bon. J'ai été surpris à quel point j'ai aimé cette histoire-là, parce que Nightwing, Laura Kinney, c'est pas vraiment du monde que je connais beaucoup, des héros que je connais beaucoup, puis j'ai bien aimé ça. Mais la première histoire Deadpool Batman, c'est assez générique. C'est pas Greg. Je sais pas quel coloriste ils ont mis avec Greg Capullo. Je trouve pas que c'est son meilleur. Ça filait pas tant Greg Capullo, en fait. J'ai été surpris de découvrir que c'était lui. Puis celle de Grant Morrison, j'ai trouvé ça bien jusqu'à temps qu'il y ait des éléments qui sortent de nulle part. Que je suis comme, on parle de quoi, là? On fait référence à... Je suivais l'histoire jusqu'à temps que je suivais plus. Puis ça m'a déçu. C'est genre... C'était trop court pour que je sois perdu. Il fallait que je me retrouve, là. Pourquoi on fait référence à un autre Batman d'un autre univers, puis d'un Batarang, puis toi, tu disais, Simon, que ça fait référence à son propre canon. C'est là où j'ai pas trouvé la référence. Ouais, ben, tu sais, mettons, juste quand Deadpool se retourne, c'est référence à Animal Man. Cassandra Nova, qui vient de sa run de New X-Men. OK. C'est ça, c'est vraiment plein d'éléments. C'est Damien, c'est lui qui l'a créé. C'est vrai, t'as raison. J'avais pas réalisé ces choses-là. C'est ça, c'est beaucoup de choses de sa propre continuité, si on veut. C'est pour ça que c'est lui qu'on voit dans BD, parce qu'il s'était mis aussi dans son volume dans Animal Man. Animal Man, ouais. Fait que... mais peut-être que... Ouais, j'avoue que j'y repense, c'est comme un peu se flatter son propre ego. Tu sais, je pense que peut-être ça aurait été mieux que quelqu'un d'autre écrive ça pour que ça soit plus intéressant. Genre hommage à Morrison. Comme ça, mais en même temps, c'est ça, c'est que là, il pouvait jouer avec les deux univers, fait que c'est pour ça qu'il a mélangé les éléments. Ouais, ou de vendre ça comme un spécial Morrison, mais pas comme un genre de crossover Deadpool-Batman, tu sais, parce que je pense, en tout cas... L'histoire est secondaire, là, dans ouais, ben c'est ça, il n'y a pas tant d'histoire. Il y a des concepts que j'ai aimés, tu sais, le fait qu'il y a comme un bar, à un moment donné, style Floride, puis le nom du bar, c'est Amalgame, qui est comme le nom de la fausse étiquette crossover des années 90 entre DC et Marvel. Fait que ça, c'était cute. Ça, c'était aussi très Morrison. Puis Dark Claw est là. Aussi, à un moment donné, tu comprends que c'est là où je trouve que ça marche pas vraiment. Là, c'est que c'est Grant Morrison qui écrit cette histoire-là en même temps. Il est lui-même dans son histoire. Mais en même temps, c'est le résultat d'un genre de one-night stand entre deux entités cosmiques de Marvel et DC. Oui, c'est vrai. Qui sont super bien dessinés. J'adore. Ils ont genre ils sont dans un bar cosmique qui se rencontrent. Puis finalement, la BD, c'est pendant qu'ils copulent. Puis à la fin, t'as des planètes puis des genres de galaxies qui flottent autour du lit. Là. C'est super trippy. Les dessins sont vraiment beaux, mais je comprends pas c'est quoi le lien entre ça puis le fait que Grant Morrison est dans l'histoire. Mais ce bout-là, j'ai trouvé ça super drôle puis une drôle d'idée. J'ai bien aimé. Ouais. C'est tout. Il y a pas, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux rajouter? Pas grand-chose, c'est quand même que, ben, sinon, puis l'autre numéro, il est plus comme classique, ce qu'on s'attend d'un crossover. Là, c'est les deux personnages, puis là, Deadpool tombe sur les nerfs de Batman, en gros. C'est ça. Puis, mais il est quand même, Batman était quand même patient avec lui. Il était très anormalement patient avec lui. Ouais. C'est ça. Mais il savait ce qui s'en venait, fait que, tu sais... Parce que c'est Batman, évidemment. Il sait tout. Il l'avait utilisé pour aller pogner le Joker. Exact. Ben oui. Puis sinon, comme on l'a dit, l'histoire Captain America, Wonder Woman est vraiment cool. Tu sais, c'est deux personnages qui, théoriquement, ont un peu émergé à la même période. Puis dans l'univers dans lequel on est, ils existent dans la même continuité. Puis ça parle à quel point les deux ont une admiration pour l'autre. Ouais. Puis ils font aussi référence vers la fin quand... Parce que Diana ne meurt pas, là, c'est une déesse, là. Captain America est vieillissant, puis lors d'un dernier conflit, il est sur le bord de mourir, puis ce qui l'attriste, c'est tous les univers dans lesquels les deux se sont jamais croisés. Donc, il fait encore référence au canon de DC et de Marvel où les deux sont séparés. C'est des côtés là où, dans ce genre de crossover-là qui sont super purils. Je trouve ça cute. Je trouve ça hot qu'on fasse ce genre de référence-là. Puis les espèces de scènes où tu vois, c'est ça, comme des flashbacks, puis là, t'as des membres de Justice League avec les Avengers, mais tu sais, qui font juste chiller ensemble, ou une bataille où t'en as, tu sais. C'est juste comme... C'est le fun pour notre imagination de lire ça, puis là, tu te dis, ah ouais, tu sais,
qu'est-ce que ça serait Ouais, si, ça il y avait serait- vraiment, si on lisait vraiment un univers où c'est ça. Tu sais. Mhm. Euh, Et on va le découvrir lorsque Disney va acheter Warner Brothers. Oui, c'est ça que Ouais, j'allais ouais, dire. ouais, Une c'est monnaie, ça. il va juste avoir Ça va une se grosse faire, compagnie. Ils vont Une pouvoir- grosse. Ah ouais. C'est ça. Exact. On va devenir Ready Player One. C'est On ça? est déjà pas mal là avec Fortnite, je te Ouais, dirais. ouais. Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à dire que je trouve, tu sais, au-delà du fait, tu sais, pour faire une généralité, là, mais qu'il y a beaucoup d'amour de la part des auteurs dans les BD, dans les histoires qu'on a lues. Il y a une histoire là, avec John Constantine et Doctor Strange. Il y a 4 scénaristes. C'est quand même James Tynion, Joshua Williamson et Scott Snyder. Absolument, ce genre de collaboration-là, je sens un tiraillement entre peut-être une certaine... Tu sais, ça va un peu dans toutes les directions. Puis je l'ai pas senti dans cette histoire-là qui reste quand même très potable. Et pourtant, il y a 4 pages. 4 pages pages chacun. Mais 4 oui, ben c'est ça, mais c'est justement. Puis je trouve que c'est bien rendu. Il y a des trucs bizarres, là, ou plus cool, plus cute, comme Jeff and Crypto, là. Jeff de Ah ouais, Char. Crypto, C'est oui. Ouais. c'est cute, c'est le fun. Ouais. Ben ouais. C'est ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour. C'est des crossovers qui sont quand même bien faits. Étrangement, le moins le fun est peut-être le premier qui reste très, très, très générique. C'est celui qui est sorti dans Marvel avec Ouais. le Joker, Deadpool, Batman. Mais tu sais, ce serait le fun qu'il y ait d'autres petites histoires comme ça. Ouais. Ouais. Sans trop faire de gros flafla là, d'univers qui merge, là, puis whatever, là, on s'en fout. Là, tu sais, c'est juste ça, là, ça serait bien en masse. Pour vrai, je trouve que dans le domaine du crossover, où tu sais, on en parlait tantôt avec Godzilla versus Justice League, là, Ouais. je veux dire, il y en a de la crap. Là. Je Bon, trouve il y que en a de c'est la quand crap. même, même si c'est des personnages qui me parlent moins, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Mhm. C'est comme, c'est le fun. Mais je pense que c'est la chose qu'on dit à chaque fois qu'on parle d'un crossover. Un crossover, c'est pas tiède. C'est soit de la merde, Ouais. ou soit c'est vraiment le fun. Tu sais, Mhm. c'est rarement entre les deux. Tu sais, là, je te dirais que je suis moins excité. Là. C'est pas la meilleure chose que j'ai lue, mais c'est vraiment pas dégueulasse. là. Non, c'est ça. Je trouve ça super honnête comme produit, en fait. Là. Mhm. Je suis comme- Ouais, c'est le mot. Ouais, Ouais. absolument. Mhm. Fait que, messieurs, est-ce qu'on conseille Deadpool, Batman, Deadpool? Moi, je pense que si vous êtes fan de un et ou l'autre, allez-y. Yes. Toi, Simon? Ouais. Tu sais, c'est peu engageant. C'est 2 petits numéros. Oui, pour vrai, oui. Un peu plus C'est- gros. ouais, C'est une c'est ça. 60, Ouais, c'est vrai. 50 quelques pages, T'sais, dépendamment. Ouais, ça Comme vaut la si- peine. si- Ouais, attendez le trade. Il va certainement Ouais. avoir un trade. Ouais. Puis des nouvelles affaires qui s'en viennent prochainement. Je pense que ça a déjà été annoncé qu'ils veulent leur collaborer ensemble. OK. Fait que, Ah ouais. ça s'en vient. Ça s'en vient. Voilà. Merci Simon. Merci Laurent. Moi, la semaine prochaine, Merci, Ben. Johan n'est pas là parce qu'il est en repérage pour son prochain film. Donc, je vais recevoir notre ami Jimmy Souzan. Donc, les auditeurs de longue date se rappelleront de Jimmy, qui est un auteur de bande dessinée dont le dernier album, tu en as parlé récemment, Laurent, qui s'appelle Migration, sur l'histoire de migration de ses parents ici de Haïti à Ouais. Montréal. Donc, j'ai acheté l'album, c'est ce que Laurent m'a amené tantôt. Et donc, je serai avec Jimmy pour une entrevue avec lui. Ça sera ça le show la semaine prochaine. Puis on se retrouve sinon le 15. Simon, j'imagine que tu seras là. Toi, Laurent, je pense que tu es dans le rush des fêtes. Ouais, là. moi, je moi fais non des plus, je serai soirs pas de là. Noël. Ah, les deux, vous n'êtes pas là. OK, je vais Eh pas- là là. Bon. Donc, C'est ma fête le 15. Ah oui, c'est Il y a vrai. quelque J'ai oublié chose. que ta fête, c'est comme vers la fin du mois. Donc, surprise pour le 15. Mais sinon, on se retrouve le lundi 22 Le 22! pour le spécial de Noël de Mystérieux Étonnant. Ah ouais, il y a ça, hein? Oui, il y a un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. On conclut la semaine avec ça. Non, mais c'est parce que je sais que t'es comme, ah ouais, là, il faut que je t'envoie des affaires. Ben, c'est parce que c'est plus surtout ça, que je suis moi, à comme, ah. partir du 17, je suis en mode le sapin a des boules. Puis le 17, c'est parce qu'on est la générale. Puis je peux pas faire. Je vais être full-on job et sapin pendant genre 4 jours intenses. Pour ça qu'on Job fait et sapin. job et sapin. Mais je pourrais pas vous passer un sapin, donc c'est pour ça qu'ils vont envoyer le stock. Mais on fait ça donc le lundi 22. Si vous voulez participer d'une certaine manière à l'émission, vous pouvez nous laisser un message SpeakPipe. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Puis on se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao. Bye. Bye. Hey. OK. Fait que je t'envoie mes thèmes Par, mes Discord, nouvelles, s'il vous par plaît. Discord. Parfait. Ouais, mon Puis justement, pour le penser à ce que tu veux faire pour le spécial, Ouais. ça va Ouais, faut arriver falloir très que vite. je- ça. Ouais, en fait, tu sais, pour calculer, là, la générale, c'est le 17. Ok. Puis ça s'en vient dans 17 jours. Fait que, c'est ça, genre comme...
énormément de Parfait. trucs. C'est bon? Ouais. Bon, ben, merci. Bye, Au Simon. revoir. Ciao. Bye-bye.